Are you ready? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue du coup à nouveau sur une nouvelle conférence de la Donne, la deuxième de cette première journée. Alors évidemment ma webcam qui a décidé de faire la mise au point, voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Et salut à tous, c'est Exerbe, désolé, voilà, je sais que j'ai ma phrase fétiche, je suis censé la dire, problème. Donc vous le savez, la Donne, de ce lundi jusqu'à jeudi, il y a tout un tas de conférences qui sont organisées en live, puisque vous le savez, on est tous confinés à la maison, et donc pour cette deuxième conférence, Benjamin Ansaume, salut. Salut Exerve. Tout va bien? Très bien, Ouais. parfait. Ouais, on va tester ce format étrange de conférence, mais qui peut être cool. C'est très bien passé celle juste avant. De quoi tu vas nous parler? Est-ce que tu peux déjà te présenter peut-être juste en deux trois mots et puis après on va passer avec les slides et tout ça? Eh ben écoute, je suis aujourd'hui producteur de jeux vidéo. J'ai été pendant 10 ans à la tête d'un studio de développement très rapidement, quand on a commencé à faire des jeux, on a eu toute une période advert gaming, et cetera, prestations, alors je passe dessus. Mais quand on a commencé à faire des jeux gamers, disons, on a très rapidement commencé à travailler avec des gros publishers et IP owners, donc propriétaires de propriété intellectuelle, à commencer par Square Enix. Je vais revenir un peu sur ce parcours après, donc voilà, je ne m'étends pas. Et puis ensuite, on a continué à travailler avec Square Enix. Et puis aujourd'hui, j'ai arrêté le studio, mais je continue à travailler notamment pour Sega, en collaboration avec Nintendo et pas mal d'autres gros publishers, IP owners, etc. Et c'était de ça que je voulais parler, voir comment des studios de petite taille, 1D ou AA, peuvent le mieux possible réussir à travailler avec des entreprises de cette taille-là. Ok. Eh ben écoute, je t'invite à partager ton écran et puis on est parti pour la discussion Ça avec les petits marche. slides. Vous allez continuer de m'entendre, mais je vais évidemment cacher ma caméra. Hop, je pense que tout est bon. Et ouais, on est bon, ça y est. Donc voilà, ça s'appelle Nickel. travailler avec beaucoup plus gros que soi. Et ben écoute, je te Voilà, laisse. exactement. Allez, vas-y, c'est parti. Alors bon, pour commencer, je vais vous faire un petit rappel, rapide, de mon parcours pour que vous compreniez un petit peu, ce que j'ai pu avoir comme expérience au niveau de ces, gros IP owners et publishers. Donc en 2016, dans le studio de jeux vidéo qu'on dirigeait, on a publié notre premier jeu qui était un jeu à petit budget, hein, c'était un point and click, mais on a eu la chance de rencontrer les équipes de Square Enix, Collective, donc le label, Square Enix pour les indés, Ouais. et d'être publié par eux. Donc ça, c'était en 2016. Voilà, le jeu a connu un bon succès critique et pas un énorme succès commercial, mais enfin voilà. On a continué à travailler avec Square Enix et en 2018, on a sorti Fear Effects Now. Là, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle du licensing. Donc, en gros, Square Enix est propriétaire de la propriété intellectuelle Fear Effect et nous l'a confié pour créer la suite de cette licence qui n'avait plus connu de suite depuis 15 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Là, ça n'a pas été un très gros succès critique, ni commercial dans un premier temps, mais ensuite ça a été un peu mieux, au niveau commercial toujours. Et puis, entre-temps, j'ai arrêté de diriger Sushi, le studio de développement, et je suis passé, donc j'ai créé une société. Je vais réexpliquer un peu la société après pour que vous compreniez bien. J'ai créé une société donc de producing, donc producing dans le sens où on l'entend nous dans le groupe dans lequel je travaille, c'est une société qui investit de l'argent dans les projets et le producteur, donc moi en l'occurrence, qui manage un petit peu le développement, en tout cas qui aide. On a un project director quand même, donc un chef de projet, mais voilà, je structure un peu le développement, etc. C'est ce que j'ai fait sur Panzer Dragoon, qui est sorti il y a même pas un mois. Ouais, 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 bah Euh, oui. voilà, et donc sur cette IP, on a travaillé pour Sega forcément, le IP owner de Panzer Dragoon, mais aussi énormément avec Nintendo puisque dès le début du projet, on a travaillé en collaboration avec Nintendo qui nous a énormément soutenus et qui a axé qui a énormément communiqué sur le jeu et donc en fait tout le planning du jeu, une bonne partie du contenu a été axé, a été disons fait en collaboration avec Nintendo, disons ça comme ça. D'accord. Voilà, donc on a des contacts très réguliers avec à la fois Sega et Nintendo. Et puis on a déjà annoncé House of the Dead encore avec Sega. Là, je parle pas trop parce que d'abord il y a pas grand chose qui a été dit et puis il y a pas grand chose à en dire pour l'instant. Et puis voilà,
ce que je voulais juste dire, c'est, qu'au cours de cette conférence, je vais vous faire un retour d'expérience, notamment de ces partenaires-là, donc des 3 dont je parle, la Square Enix, Sega, Nintendo, mais pas uniquement. On a été en contact avec beaucoup d'autres, IP owners, publishers et cetera, sur des projets qui ne se sont pas faits, sur des projets qui sont encore en cours de négo, donc je ne parle pas du tout de mon expérience que de ces projets-là. Je parle vraiment d'une expérience beaucoup plus globale que ça, hein, donc dire, si vous entendez des anecdotes, n'allez pas dire que c'est forcément sur Panzer Dragoon que ça s'est passé ou pas, c'est pas forcément le cas. OK, pas de problème. Voilà. Hem, Juste très rapidement, parce que parfois on me pose un peu la question sur la société que je dirige. Donc en fait, Forever Entertainment, c'est un publisher polonais qui est situé dans le nord de la Pologne, qui a une grosse boîte qui est cotée en bourse, et donc le CEO de Forever, est mon associé, au sein de TA, donc la boîte que D'accord. je dirige, et on a aussi un studio de développement pur, où là, il y a toutes les équipes de développement, en gros les équipes techniques, OK. qui est Megapixel Studio, voilà, très rapidement, hein. Et chez Forever, c'est plutôt la partie juridique, marketing, etc. Et moi, donc, sur la partie producing. Et à côté de ça, on a quand même Maki, qui est mon micro studio de développement de jeux vidéo qui existe et qui est actionnaire de TA. Donc, en fait, j'ai aussi une casquette vraiment encore développeur de jeux, quoi. Et indé, parce que c'est vraiment un micro studio. On est sur deux, trois projets, certains annoncés, d'autres pas encore annoncés. Voilà, juste pour resituer un petit peu. Donc, parce que je vais parler beaucoup de Forever pendant la conférence, je sais Forever au sens du groupe Forever, donc constitué de Forever, TA Publishing et Megapixel. OK. Alors, d'abord, je voulais faire une petite définition parce que en fait, j'ai décidé, il fallait bien que je trouve un nom pour tu vois, pour ces compagnies dont je vais parler, parce qu'en fait, ça peut être des publishers, ça peut être des IP owners, donc des gens qui détiennent les droits de propriété intellectuelle, ça peut être tout un tas même des first parties comme Nintendo, etc. Donc, j'ai décidé de les appeler des mastodontes parce qu'il fallait bien leur trouver un nom, d'accord? Donc, c'est comme ça que je vais les appeler à partir de maintenant. Pour vous donner une idée de l'échelle de valeur à laquelle je parle. Le groupe Forever Entertainment, c'est ça le chiffre d'affaires. Alors, cherchez pas un chiffre, j'ai fait un ratio en fait, donc j'ai pas publié les chiffres là. Mais c'est ça le chiffre d'affaires. À côté de ça, j'ai mis un acteur qu'on connaît en France parce que voilà, ça nous parle, c'est Focus Home. Voilà, ça c'est le ratio de Forever Entertainment par rapport à Focus Home. OK, donc à peu près 120-130 fois, supplémentaires, en plus, quoi. Ouais, c'est ça, 125 fois, je pense 125 fois plus de chiffre OK. d'affaires pour Focus que pour Forever. Là, on a Sega, Ouais. voilà. Là, on a Square Enix, qui est pas très loin de Sega. Et puis, bah, là, on a Nintendo. Voilà, OK. voilà ce que j'appelle un mastodonte. Alors, j'aurais pu faire exactement le même rapport Ouais. sur le nombre de salariés et donc les différentes strates décisionnelles qui apparaissent dans le projet. Enfin, tu vois, Oui, oui. Non, mais de toute c'est façon, il y a global, quoi. forcément voilà, une corrélation entre le chiffre d'affaires et la masse, Et je dirais, salariale, forcément, et cetera. Sinon, c'est pas exactement. possible. OK. Et la hiérarchie, etc., etc. Donc Donc ce que tu voilà, donc essayes de c'était nous pour donner dire, l'idée. c'est que Forever Entertainment, c'est petit par rapport à Nintendo, c'est ça? Voilà, c'est extrêmement petit. En mettant la loupe, on peut voir une petite ligne de 1 pixel, mais on est sur Nintendo, c'est 10 000 Forever Entertainment. Voilà, D'accord, OK. à peu près. 10 000, enfin, c'est même difficile à concevoir en réalité. Parce que Forever, c'est quand même pas tout petit, hein. Je répète, c'est coté en bourse, on parle de 150 salariés environ, 120, 150 salariés. Voilà, c'est quand même Non, non, mais là, du coup, c'est bien. Avec le chiffre, tu vois, on comprend bien l'échelle, en tout cas, pas de souci. Donc voilà, la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que, c'est un petit disclaimer. Quand j'ai réfléchi à cette conférence, je me suis dit: «En fait, qu'est-ce que le Benjamin de 2020 voudrait dire au Benjamin de 2016 qui va commencer à travailler avec ce type d'acteur?» Donc je vais essayer de vous dire des trucs qui sont parfois un petit peu, à rebours de ce qu'on entend en général, qui vont parfois un peu à l'encontre des conseils juridiques qu'on peut entendre, par, des avocats et cetera. C'est vraiment un pur retour d'expérience et je pense que si ça vous fait réfléchir ce que je vous dis, il faut quand même le mettre en rapport avec ce que les conseils que vous aurez de la part de conseils juridiques, de conseils organisationnels et cetera. Donc c'est vraiment un vrai retour d'expérience et il faut le prendre comme ça, d'accord? Donc il y a OK. certains conseils qui vont pouvoir vous étonner, mais qui sont, voilà, ce que j'ai vécu et encore une fois, j'ai pas, travaillé avec tous les IT owners et tous les publishers, tous les mastodontes, du marché, seuls certains, mais je pense un échantillon quand même significatif. Donc voilà. Voilà, donc une fois que ces petites définitions sont faites, qu'est-ce que c'est qu'un mastodonte? Pour moi, il y a 3 sortes en fait de mastodontes avec lesquels vous êtes en tant que studio indé pourriez être amené à travailler. Le premier, c'est évidemment les publishers, c'est le plus classique, celui auquel on pense. Ouais. Donc j'ai mis des exemples, un Focus, Bandai, 505 Games et Core par exemple, mais il y en a évidemment plein d'autres. C'est des gens qui sont capables de vous financer,
de faire la partie marketing, de vous aider à la production. Voilà, ça c'est classique, je pense qu'on va pas revenir dessus, mais en tout cas, ça arrive quand même d'avoir des studios indés qui travaillent avec ce genre d'acteurs. Le deuxième gros, pilier, c'est les IP owners, donc c'est pour le licensing, donc c'est ce que je décrivais, pardon, c'est, des sociétés qui ont des IP existantes, dormantes le plus souvent, et qui vont les mettre à disposition des studios indés ou AA pour, faire soit des remakes, soit des, suites à ces licences. Sega fait énormément ça en ce moment. Je suis bien placé pour le savoir, mais il y a sur d'autres IP, ils travaillent avec d'autres personnes. Heu, Sonic, comme enfin vous le savez, hein, Sonic avec Sonic Ouais, Mania, ça fait même quelques années en fait hein, que la plupart des gros IP owners ils commencent à les ressortir ouais, hein, parce que bah, ils se sont bien rendus exactement. compte que les remakes ça fonctionne. Tu vois, quand on a revu Crash Bandicoot ou quoi que ce soit. Exactement, exactement. Je sais pas s'il a été fait en interne Crash Bandicoot, mais en tout cas, c'est ça, ressortir les licences parce qu'il reste un potentiel sur ces licences et aussi les confier à des studios avec lesquels ils n'auraient jamais pensé à travailler Ouais. avant. Bah, le mieux C'est c'est quand ça même qui est Sonic Mania, tu vois, chez Sega. Je sais pas si tu ouais, te souviens, ça a été donné bien sûr, voilà, à une équipe. C'était leur licence à eux quoi. c'était exactement ça et ça a été, je pense, un des pionniers, de cette démarche, en fait, de la part des gros éditeurs. Mhm. Mais bon, après, on peut penser à Shenmue plus récemment, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Square Enix le fait aussi et souhaite le faire de plus en plus. Ils l'ont dit publiquement, il n'y a pas de secret là-dessus. Ils ont une liste d'IP, qui est à disposition des studios et ils reçoivent des pitchs régulièrement de la part de studios. Ok. Heu, mais Konami le fait aussi, a aussi des IP, enfin voilà, il y en a d'autres, heu et enfin oui, il y en a beaucoup d'autres et il y a aussi des entreprises d'ailleurs qu'on connaît moins, mais qui sont spécialisées dans le la pro la possession de propriété intellectuelle et qui les mettent à disposition. Voilà, bon, je passe un peu les détails, mais voilà, ça peut être un cas de figure que vous rencontrez. Et le troisième cas de figure, c'est évidemment ce qu'on appelle les first parties, donc c'est les consoliers en gros, quoi. Et ce sont des gens avec qui vous allez travailler essentiellement pour la visibilité, pour essayer d'avoir votre jeu feature, et puis pour tout ce qui est solde, promotion, etc., etc. Et donc ça, à partir de, alors dans le cadre de cette conférence, on va parler de tout ce qui sort de ce qui est automatisé chez eux. C'est-à-dire, on ne parle pas de faire des promos sur votre jeu depuis le back-office, on parle vraiment de ce qu'on a pu faire avec Panzer Dragoon, préparer un E3, par exemple, une annonce à un E3, préparer un Nintendo Direct, des choses comme ça. Ok. Voilà donc les trois types de mastodontes dont j'ai parlé. Donc quand je dirais mastodonte, ce sera n'importe lequel de ces trois-là, puis quand c'est un précisément, je dirais lequel Et tu précisément. balanceras les noms. Ok, pas de souci. Exactement. Alors pourquoi travailler avec un mastodonte? En fait, je pense que, il n'y a pas de bonne raison. Il y a que des bonnes raisons, enfin, je veux dire, il y a pas de mauvaise raison, il y a que des bonnes raisons de vouloir travailler avec ce genre de partenaire, parce que ça ouvre un nombre d'opportunités incroyable et c'est ça qui est intéressant. La seule raison pour laquelle vous n'auriez pas envie de travailler avec ce genre de partenaire, c'est pour conserver une certaine indépendance, soit dans votre planning, dans votre budget, dans le contenu de votre jeu et cetera. Parce Ouais, que ça, soit éditorial, soit financière en fait. c'est ça, ou organisationnel aussi. Ok. Ça peut, vous pouvez avoir envie de ne pas être pressé sur la fin du dev, ou enfin voilà, des choses comme ça. Parce que ça, c'est évident, quand vous acceptez de travailler avec ce genre de personnes ou de sociétés, ils vont avoir un droit de regard d'autant plus grand si c'est leur IP, et ce sera souvent leur IP, même si elle vient de vous. On y reviendra après. Donc, ça peut être la seule bonne raison. Heu, Par contre, même si vous choisissez de travailler seul pour être totalement indépendant, si le succès est au rendez-vous, ce que je souhaite évidemment à tout le monde, il y aura forcément un moment où vous serez amené à parler à ces gens-là. J'ai pensé à des jeux, par exemple, chez Motion Twin, ils sont très indépendants dans l'état d'esprit. Ça n'empêche que, évidemment, pour Dead Cells, ils ont dû parler à tous les consoliers, y compris sur mobile, etc., parce que le succès a été tellement énorme qu'il a fallu organiser de la visibilité, du featuring, etc. Donc il y a un moment, de toute façon, tu es amené à parler à ces gens-là. Ça peut être plus ou moins selon ce que tu Bah, as de toute envie. façon, oui, juste pour apparaître sur les stores, hein, que ça soit Valve, que ça soit Sony ou Nintendo, si tu as pas un contact avec eux directement, tu n'existeras pas, tout simplement. C'est Le ça. simple fait d'apparaître dans un trailer de Nintendo Direct, ça implique, j'imagine, des mois de discussion en amont. C'est oui, oui, des mois de discussion, des validations nombreuses et tout ça. Et ça, c'est pas parce que le jeu. Enfin, l'avantage, si ton jeu est aussi successful que, par exemple, Dead Cells, c'est que tu vas être contacté, donc tu vas avoir un contact entrant, ça risque d'être plus simple, mais la validation sera quand même la même et le niveau de qualité attendu sera quand même le même. Donc voilà, ça me paraît impossible de se dire aujourd'hui, je veux pas parler, je veux être totalement indépendant, je ne veux pas parler à ces gens-là. Ça me paraît compliqué, voire Mhm. impossible. Ce qu'il faut quand même se souvenir et avoir en tête, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai rencontré à chaque fois, c'est que les gens à qui on parle chez ces mastodontes,
ce sont des gens qui globalement sont dans nos âges, enfin qui ont à peu près notre âge, qui sont passionnés de jeux, qui cherchent, qui ont à peu près les mêmes objectifs que nous. Donc voilà, c'est pas, il faut pas avoir l'image C'est pas des de la vampires en personne. fait. Non, pas du tout. Ah Et bon? puis non, 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 vraiment pas. Et c'est important quand même de s'en rappeler, de s'en rappeler. Et de toute façon, après, ça vient naturellement quand on commence à côtoyer ces gens-là, quoi. Donc voilà, pourquoi travailler avec eux? Bah, parce que, bien Parce évidemment, qu'il y a plus le choix en fait, hein, c'est un peu ça finalement il y a plus de le choix, truc. puis surtout, c'est la preuve que ton jeu se porte bien. Donc, si soit il a intéressé en amont, ces gens-là, soit il l'intéresse, en aval, et dans les 2 cas, c'est bon signe pour ton jeu. Donc voilà. Je tiens à signaler que tu mets quand même la barre très très haut au niveau du GIF Game là Ouais, sur ce ouais, ouais, début de j'ai voulu un conférence petit à peu, Donne. J'espère que les autres en prennent de la graine. je voulais un petit peu mettre la pression, au suivant. Hem, bon alors, du coup, maintenant, on va rentrer de manière plus pratique dans la relation avec ces mastodontes. J'ai découpé en 3 parties la relation, assez simplement. La première chose, c'est la rencontre. Mon conseil, vraiment là pour le coup, je pense que je peux dire que c'est quelque chose qui se vérifie à chaque fois, c'est que la rencontre physique est forcément nécessaire pour travailler avec ces gens-là. Ok. Autant, tu vois, à Théa, on signe des jeux indés, c'est une autre partie de notre travail, et ça peut nous arriver de signer des jeux indés, en faisant uniquement des visioconf, et en n'ayant pas rencontré physiquement les gens. C'est pas la majorité, mais ça peut arriver. Par contre, pour travailler avec des gens comme ça, c'est impossible. Objectivement, je vois pas un IP owner, un publisher signer sans vous avoir rencontré, sans avoir rencontré l'équipe, etc. Donc, il faut rencontrer physiquement. Évidemment, le moyen le plus simple, c'est de le faire en salon. Et puis après, ça va être d'aller les voir au siège, quoi, hein. Donc, en gros, ça va être quelque part entre le Japon et les États-Unis. Ouais. Non mais Euh, ça tu vois, je me permets juste de rebondir pour montrer à quel point c'est important pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas forcément pros, mais pour montrer à quel point le fait qu'il y ait du confinement et la maladie, ça va impacter l'industrie du JV pendant probablement quelques années, parce que ces rencontres-là n'auront pas lieu Bien cette sûr, année. c'est clair, et c'est clair, et elles sont qu'une étape de la relation. Donc en fait, c'est toute la suite de la relation qui est mis En entre péril. parenthèses, Ouais, voilà, ouais. le temps que ça se règle. Après, encore une fois, il faut pas être trop pessimiste dans le sens où il y a un besoin des studios de rencontrer ces gens-là, il y a un besoin de ces gens-là de rencontrer les studios. Donc tout ça va se remettre en place, mais c'est clair que ça va impacter, ça va impacter. Hem pour rencontrer ces gens-là, ces entreprises, il faut être introduit. C'est compliqué d'arriver en salon. Enfin, il peut y avoir des contre-exemples, mais moi, j'ai jamais réussi, tu vois, par les systèmes meet and match là qu'on a en salon, de faire un point comme ça sur un bout de table, par un gars que tu as rencontré, sur l'application meet and match, et que ça suffise pour signer. Ouais. Il a quand même toujours fallu trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, et tu arrives à parler, à avoir un contact un peu privilégié avec la personne que tu cherches. Donc, après, il n'y a pas besoin, quand je dis: «Il faut être introduit», ça veut pas dire que seuls les gens en place peuvent travailler avec ces gens-là, pas du tout. Ça veut dire on a tous des relations, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et au bout d'un moment, on arrive à rencontrer les bonnes personnes. Enfin, typiquement, c'est comme ça qu'on a fait, nous, pour toutes nos IP. Ça a parfois pris des années, parce qu'on avait l'idée de faire revivre cette IP, puis il a fallu rencontrer les bonnes personnes, et puis comme ça, remonter les échelons jusqu'à avoir le bon contact. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Une fois aussi que vous avez rencontré la bonne personne, vous allez investir. Investir, c'est ça le terme. C'est pas très beau parce qu'on n'investit pas sur les gens, mais vous allez passer du temps à essayer d'avoir des relations cordiales avec elle, et puis la convaincre. Donc, faites attention à ce que ce soit la bonne personne. Il y a des entreprises qui sont, là encore, je donne pas de nom, mais j'ai tellement envie d'en donner, qui sont spécialisées dans le fait de brouiller un peu les pistes comme ça. Donc, elles mettent en avant des gens euh, au contact des développeurs, mais en fait, ces gens-là n'ont aucun pouvoir de décision. Et le pouvoir de décision, il est complètement autre part. Donc, vous pouvez parler 6 mois, un an avec cette personne avant de vous rendre compte que, bah, en fait, le projet n'avance pas et qu'il aurait fallu passer par une autre voie. Donc, il faut être vraiment sûr de son coup, quoi. C'est important. Euh, et puis voilà. Donc, vraiment, la rencontre physique est primordiale, et la rencontre humaine est primordiale dans ce type de relation avec un mastodonte comme ça. Euh, Le deuxième point, c'est que c'est compliqué, à mon avis, voire quasi impossible, de rencontrer ce type de société sans avoir un historique. Alors, un historique, ça peut être d'avoir déjà shippé des jeux,
si possible, qu'ils aient rencontré le succès, ce serait vraiment l'idéal. Mais il faut déjà être un peu dans l'industrie. Après, jeu indé, aucun souci, hein. Si le jeu est intéressant, qu'il a un peu fonctionné et cetera, ça fait le job, aucun problème. Mais il faut avoir au minimum fait shipper un jeu. Ou alors, ça je l'ai entendu dire beaucoup aussi, avoir une expérience significative dans l'industrie, donc avoir été, je sais pas, producteur, chef de projet ou directeur artistique sur une prod, double A, triple A qui est sortie. Et en gros, d'avoir des références et qu'on puisse les vérifier, quoi. D'avoir un minimum de références, et des choses à montrer, quoi. Et là, le troisième point, c'est peut-être le point le plus intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer, qui a vraiment envie de faire, Final Fantasy XVI et qui sait pas comment s'y prendre. Heu, de plus en plus, le fan game fonctionne. C'est-à-dire que c'est possible de faire un fan game, quoi, comme à la Sonic Mania, en fait, hein. Vous faites votre jeu, avec le risque énorme de se faire striker, parce que les IP owners ont des façons différentes de réagir en fonction Ouais. du. On sait que c'est pas non plus un Nintendo, par secret. exemple. Nintendo, ça paraît compliqué, mais même Square Enix, quand il y avait eu à l'époque le fan game Chrono Cross, qui était d'une super bonne qualité pour l'époque, hein, mais qui reste encore bien sympa aujourd'hui, mais qui était vraiment très très beau à l'époque. Ils avaient préféré striker le jeu plutôt que de encourager l'équipe. Ils avaient certainement leurs raisons. Peut-être que les droits étaient difficiles. Enfin voilà, il y a plein de bonnes raisons, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, ils ont réagi comme ça. Par contre, ces gars ont réagi en disant: OK, vous avez fait Sonic Mania, bon bah OK, bah, vous allez le finir, on va vous le financer, on va vous le publier. C'est des façons différentes de réagir. C'est aussi des époques différentes. Je pense qu'aujourd'hui, Square Enix ne réagirait pas tout à fait de la même façon. Donc tout ça, ça se tente. Euh, sur la partie fan game, moi je conseille de toute façon, euh, si vous voulez contacter un IP owner ou un publisher parce que vous êtes convaincu qu'un jeu a un marché sur une IP ou sur un type de jeu, faites-vous confiance. À la limite, faites votre proto brandé de l'IP, donc vraiment, si vous voulez faire Final Fantasy XVI, faites un Final Fantasy XVI, prenez les chocobos, prenez les mugs, prenez tout ce que vous voulez. Et puis si jamais les discussions aboutissent pas, eh ben, il sera bien temps de transformer votre chocobo en mini dragon et puis votre mog en Ouais, chat, quoi. ouais, ouais. En fait, c'est pas perdu. Cette expérience-là, elle est pas perdue. Votre idée de jeu, elle est pas perdue si jamais elle est bonne. Donc, euh, donc voilà. Parfois aussi, je veux dire, la décision peut être prise très en aval dans le développement. Donc ça peut arriver. Je pense que Sonic Mania, ils étaient très 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 avancés dans le développement quand ils ont eu le feu vert de Sega. Ok. Voilà. Le troisième point, et c'est un truc qui m'a, je le mets parce que c'est un truc qui m'a perturbé et qui me perturbe encore parfois. Quand on est dans notre cas, c'est-à-dire en gros européen, et on travaille avec des IP owners aux États-Unis et au Japon, on jongle avec les différences culturelles à un niveau, il faut être agile, quoi, à ce niveau-là, parce que c'est vraiment des manières de voir complètement différentes le travail, la hiérarchie, la relation professionnelle, etc. Quelques petits points rapides, hein. Au Japon, énormément du business se fait dans les soirées. Et donc, il faut être prêt à manger des trucs bizarres et à boire des trucs bizarres. Parce que sinon, ça me paraît, oui, tout ce qu'on a signé au Japon, on l'a signé au lendemain d'une soirée où on n'avait pas parlé du projet, où on avait parlé de plein d'autres choses, mais pas du projet. D'abord, l'équipe est convaincue du projet, du pitch de votre équipe, de ce que vous voulez. Ensuite, ils vous emmènent faire ce type voilà, de soirée ou de relations sociales. Et enfin, ils prennent leur décision. Et c'est une vision, parce que ça veut dire, est-ce qu'on est compatible avec ces gens-là pour travailler, etc., etc. Et on lance notre base de relations notre relation sur une base qui est conviviale. Donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, que j'ai toujours vu au Japon. Je veux bien entendre s'il y a eu des contre-exemples, mais en tout cas, j'ai quand même parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises japonaises, ça a toujours été le cas. Au Japon aussi, la décision est extrêmement hiérarchique, c'est-à-dire que c'est toujours un chef très haut placé qui prend la décision, mais en plus, vous n'avez aucune lisibilité sur la hiérarchie. Vous ne savez pas à qui vous parlez, en gros. Quand je disais tout à l'heure que parfois les entreprises mettent en contact avec les développeurs des gens qui n'ont quasiment aucun pouvoir décisionnel, c'est souvent des boîtes japonaises, y compris installées en Europe, mais c'est souvent des boîtes japonaises. La hiérarchie est vraiment compliquée à comprendre. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, sur la plupart des partenaires japonais avec qui on parle, on ne comprend toujours pas vraiment qui est le chef de qui et qui prend les décisions.
Tout ce qu'on sait, c'est que les gens à qui on parle, quand on leur parle de choses, de projets, et cetera, ça se valide. Donc probablement qu'eux ont un contact, très 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 rapidement au-dessus d'eux, est décisionnaire. OK. Mais c'est vrai que ça, c'est compliqué et c'est quelque chose qu'il faut accepter parce que c'est en plus pas du tout là pour le coup en France et en Europe, c'est beaucoup plus structuré dans le sens où on sait qui est le chef, on sait qui Et c'est et puis surtout qu'on voilà a quoi. l'habitude, parce que c'est dans ce milieu-là qu'on évolue, tu vois. Si on était japonais là tout de suite et qu'on Oui, faisait bien la sûr. conf en japonais, on se dirait, attends, les En Européens, Europe, ils sont trop bizarres, ouais. ils décident pas en picolant, c'est bizarre, moi je comprends Ouais, rien à leur truc, tu vois. c'est clair, c'est clair. C'est exactement ça. Donc là, c'est vraiment une différence culturelle qu'il faut, appréhender et puis là, c'est de la pratique, hein, pour le coup. Donc il va falloir aller boire dans les du saké et puis d'autres trucs, dont j'ai plus le nom. Hem Et le dernier point au Japon, c'est que les vétérans de l'industrie, de l'âge d'or, disons, du jeu vidéo, donc des années 90, début des années 2000, ont un poids énorme dans l'industrie. Là, je pense que tout le monde, et vous avez vu le slide que j'ai passé avant, tout le monde voit de quel jeu notamment je parle dans mon parcours. Mais les gens qui ont sorti des gros succès il y a 20-25 ans ont un poids énorme et sont capables de faire tourner des décisions dans un sens ou dans l'autre, peu importe, hein, là, donc c'est toujours bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, quand je travaillais sur une IP, c'est de me faire accompagner, par, quelqu'un de l'équipe originale. On l'a fait sur Fear Effect où, le jeu a été coécrit par, notre, scénariste Lucie et par, John qui était donc le scénariste originel de Fear Effect et on l'a fait aussi sur Panzer Dragoon sur d'autres points. Ça me semble hyper important et au Japon, c'est ouais, c'est extrêmement important. Ils sont encore beaucoup, beaucoup dans cet âge d'or vraiment, enfin ils sont de toute façon, ils personnifient énormément les jeux. Enfin, on voit que Oui, oui, FF7 bah là, même on encore a, aujourd'hui, ouais, encore aujourd'hui ça va et pas trop changer là-dessus, hein. peut-être que, les project directors de FF7, si c'est un carton énorme, dans 20 ans seront des demi-dieux, mais en tout cas, voilà, il y a une poignée de gens qui ont OK. été importants dans les années 90 et qui restent hyper importants aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est très différent. Je vais passer très rapidement dessus. Aux États-Unis, et je mets avec l'Angleterre qui, je trouve, proche au niveau mentalité. On, on, on a je trouve qu'on a toujours des relations très cordiales quand on se rencontre. C'est beaucoup plus froid et beaucoup plus, tu vois, droit au but, Ouais, ouais, un peu plus par business, mail et tout ça, business, quoi. ouais. Ouais. Donc ça peut être perturbant aussi parce que oui, ça m'est arrivé de passer des super soirées, on discute de plein de trucs, c'est super sympa, puis le lendemain, tu reçois un mail vraiment sec, sur un point, tu fais: «Bon, OK». Heu, mais bon, Oui, c'est mais comme ça que c'est ça business, fonctionne. ouais. Ouais, d'accord, OK. C'est business, voilà, exactement. Donc c'est beaucoup moins mêlé qu'au Japon. Hem, je trouve aussi, mais j'ai vu passer tout à l'heure sur la conférence précédente, il y a Thomas qui est sur le chat, peut-être qu'il aura quelque chose à dire là-dessus, mais je trouve aussi que quand une décision est prise dans une réunion physique, il faut la valider très rapidement par mail, ou par écrit, mais enfin par mail, parce qu'on va pas s'envoyer des fax. Parce que les décisions prises comme ça à l'oral peuvent vraiment partir vite, Ouais. dans les limbes, quoi. Au Japon, quand quelque chose est dit, ça se fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est pas un enfin, non, enfin, il y a très peu de contrats, on signe très peu de contrats avec les Japonais. On signe le strict minimum et il y a par contre beaucoup de choses qui sont dites et si tu tiens ta part du marché, ils tiennent leur part du marché. Ça, c'est quelque chose qui est perturbant aussi pour nous. Ouais, ouais. Et enfin, ouais, donc ce que je disais, hein, les hiérarchies sont plus claires, c'est-à-dire tu connais le chef, hein, je veux dire tu vas chez Square Enix, Europe par exemple, tu connais très bien le chef, hein, c'est Phil et puis Phil Rogers, hein, et pour l'atteindre par contre, pour pouvoir lui parler, puisque c'est lui le décisionnaire final sur la plupart des décisions, c'est plus compliqué. Il faut monter les échelons, un peu un à un, mais voilà. OK. Voilà, sur les différences culturelles, c'est ce que j'avais à dire, mais c'est important, je pense. Et dernier point, soignez votre pitch. Vous n'aurez pas 1000 occasions de parler aux mastodontes que vous visez, donc soignez le pitch, quoi. Bon, il faut qu'il soit clair, précis, bien mis en forme, joli, agréable à regarder, un peu d alors, heu, investissez pas, je veux dire, on a toujours, nous, signé nos jeux avec des pitchs extrêmement courts, de 2 à 3 pages maximum. Ouais. Par contre, joliment mis en page, des artworks, un peu de pré-prod, un peu de voilà, un peu de concept art, un peu de trucs comme ça. Le gameplay focusé en 3-4 points. Enfin voilà, on va pas faire un cours sur le pitch, mais vraiment, il y a pas besoin qu'un pitch soit long pour convaincre, Bah, ça s'appelle un pitch, ces c'est pas gens. pour rien, du coup. Voilà, mais là, on est vraiment sur du pitch, ouais, court. Après, il y aura peut-être besoin de docs, hein, ça, ils adorent les docs, mais pour convaincre, non. Hem
il faut qu'il soit financé. Alors même si vous attendez de votre partenaire, l'IP owner ou le publisher qui mette une partie du financement, il faut que sa partie apparaisse, quoi, et puis qu'il ait une vision claire de comment vous financez votre jeu Bien sûr. et dans quelle mesure il doit être investi, lui. Et puis court, voilà, je l'ai déjà dit. Ok. Voilà, donc ça c'est sur la rencontre. Avec ces éléments-là, vous devriez pouvoir réussir à rencontrer les gens que vous visez. Après, il y a l'étape du contrat qui est pas forcément la plus marrante, mais qui est nécessaire quand même. Encore une fois, je répète mon disclaimer, hein. C'est là, notamment dans cette partie, que je vais dire des choses où s'il y a un avocat dans le chat, je pense qu'il y a moyen qu'il hurle, mais c'est du retour d'expérience et ça ne veut pas dire qu'il faut suivre sa lettre, ça veut dire que c'est ce que j'ai constaté moi et donc au moins vous êtes avertis, que vous ne soyez pas Oui, étonnés oui, si non, jamais mais vous le rencontrez t'inquiète vous, pas, quoi. voilà. Je dis aux gens, c'est ton expérience à Voilà, c'est toi, vraiment mon ce n'est pas une expérience. vérité absolue, pas de Voilà, souci. exactement. Et quand j'ai commencé, quand je connaissais pas un peu comment ça fonctionnait, je me suis entouré bien évidemment d'avocats et de juristes pour essayer de border les trucs et voilà, ça m'a beaucoup aidé, donc faites-le de toute façon. Mon conseil, quand vous allez signer votre contrat, le premier truc, c'est de garder une marge de négociation parce que les contrats à signer, c'est long, encore plus avec, c'est très long avec ces entreprises-là. Souvent, quand on signe avec des studios indés, tu vois, ça peut être une semaine, quoi. Ouais. On fait la conf call, ça match, ils ont envie de bosser avec nous, on a envie de bosser avec eux, on s'envoie le contrat, on relit, on fait un peu d'aller-retour et on signe, 15 jours, c'est fait, quoi. C'est plusieurs mois quand on parle de ces entreprises-là, vraiment plusieurs mois et pas 2 quoi, plutôt 6. Donc il faut, mon premier conseil, c'est vraiment d'en garder sous le pied. C'est-à-dire au début de la négociation, insister sur des points que vous savez que vous allez lâcher à la fin de la négociation pour faire le «OK, j'ai fait mon effort, maintenant on peut passer à la phase de signature». D'accord. C'est, vraiment un truc important. Hem, Deuxièmement, il y a des clauses à éviter. C'est pas des clauses à éviter, en fait, j'ai mal mis mon titre. C'est des clauses sur lesquelles j'éviterais, moi, de me battre. La première, la plus évidente, et c'est là où ça peut commencer un petit peu couiner, c'est la clause marketing. C'est-à-dire que c'est assez classique que les studios veuillent mettre dans leur contrat une clause, marketing, donc où le publisher, l'IP owner s'engage à mettre tant de centaines de milliers d'euros en marketing, découpé en salons, en promotion sur les réseaux sociaux et cetera et cetera. Mmh. Ça a toujours été un point de friction entre nous en tant que studio et le publisher ou le IP owner. Et j'ai jamais réussi à faire céder un IP owner ou un publisher sur ce point-là. Parce que c'est trop limitant pour eux. C'est-à-dire qu'ils veulent pas dire à l'avance combien ils investiront parce qu'ils signent le jeu. Ils investissent potentiellement de l'argent, ils ont envie que le jeu réussisse. Ouais. Maintenant, ils n'ont pas envie de dire aujourd'hui on va mettre 1 million ou 100 000 € parce qu'ils en savent rien. Peut-être que le jeu va être excellent en fait au bout du dev, ils vont envie de mettre 10 fois plus. Peut-être qu'ils se rendront compte que le jeu est pas si bon que ça, ils vont envie de réduire. Peut-être qu'ils vont avoir des opportunités de faire des salons, peut-être que, Ouais. etc. Donc, Bah, eux aussi ont besoin de cette marge de manœuvre, en fait. ils ont besoin d'être souples à ce niveau-là. Ok. Ça, c'est vraiment, et du coup, je sais que ça tend énormément les studios de dire ah, ça prouve qu'ils veulent pas s'investir. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils veulent être souples. De toute façon, moi, en tant que studio, à un moment où je me suis dit bon, j'arrête de négocier ça parce que qu'est-ce que tu veux faire? Si jamais tu estimes que ton publisher n'a pas mis assez de market, tu vas faire quoi? L'attaquer en justice, ça paraît compliqué d'attaquer Square Enix ou Nintendo. Envoyer un auditeur chez eux, enfin, c'est objectivement, c'est pas jouable. S'il a pas envie d'investir dans le market, il y aura beau avoir un truc signé, il investira pas. Donc, à mon avis, c'est typiquement le genre de clause sur laquelle on essaye de se battre au début et enfin, au point de signer, on dit bon, ok, on laisse tomber ça parce que voilà, c'est notre effort et puis voilà. Donc, il peut encore une fois y avoir des gens qui déconseillent ça. Moi, c'est mon expérience sur plusieurs contrats et avec plusieurs gros publishers et IP owners. Ok. La deuxième, c'est la durée du contrat. On s'est souvent frité sur la durée du contrat avec les IP owners, bêtement parce que parfois elle était trop longue, parfois elle était trop courte, etc., etc. Au final, il n'y a pas de vraie bonne durée. Je veux dire, la relation, dans 3, 5 ou 10 ans, elle aura évolué en fonction aussi du succès de votre jeu. Donc, en gros, si le jeu a été un succès, tout le monde sera content et aura envie de prolonger la relation. Si c'est un échec, personne ne sera content et tout le monde aura envie d'arrêter. Donc, se battre sur la durée d'un contrat, ça me paraît un peu contre-productif. Ouais. Alors, une fois, il peut y avoir des contre-exemples et peut-être que dans le chat, il y aura de bons contre-exemples qui seront donnés. Mais moi, en tout cas, c'est encore une fois ce que j'ai constaté. Et c'est un point sur lequel j'ai arrêté de me battre et voilà. Euh, et le dernier point, c'est se battre sur la clause de sortie. Donc c'est-à-dire en gros, si au bout après un milestone, le publisher est pas content, de pouvoir se retirer du projet. D'accord. La priorité enfin, je veux dire,
ne vous battez pas pour enlever cette possibilité-là au publisher, parce que s'il a plus envie de payer le studio parce que ça se passe pas bien ou parce que le jeu n'est pas bon, et cetera, il le fera d'arrêter de payer. Ouais. Et vous, vous pourrez pas faire grand-chose. Donc réfléchissez plutôt à des garde-fous et on va y revenir juste après. Ça me paraît plus intelligent, ouais, de réfléchir à des garde-fous de comment éviter cette situation plutôt que de se dire: «Ah non, je bloque mon truc et je vais obliger la société à me payer tout ce qu'ils me doivent». Ça, j'ai non plus jamais réussi à négocier, une clause comme ça. OK. Donc la clause de sortie, ça sert à rien de passer trop de temps à la négocier. Hem, Ensuite, dernier point, les clauses à ne pas oublier selon moi, qui sont importantes, et ça, c'est des clauses, là, les 3 clauses que je vais vous dire, c'est des clauses, ou les 2, je sais plus, oui, j'en ai 2. Ce sont des clauses qu'on a fait ajouter, qu'on n'avait pas dans les premiers contrats et qu'on a fait ajouter dans les suivants et qui nous ont changé la vie. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais le right of first refusal. C'est-à-dire qu'en gros, si vous travaillez sur une IP, je veux dire, donc vous faites votre Final Fantasy XVI, ça a été accepté par Square Enix. euh, Mettez dans le contrat l'obligation pour Square Enix de vous proposer de faire le Final Fantasy XVII en premier. Et si vous refusez, ils ont le droit d'aller voir ailleurs. D'accord. Probablement, dans le cas de Square Enix et Final Fantasy XVII, ils voudront juste exclure le fait s'ils veulent le refaire en interne. Ça, c'est une possibilité, bien sûr, et là, vous ne pouvez pas leur refuser. Mais en gros, c'est un truc que généralement les éditeurs acceptent. Parce qu'en gros, ce qu'ils se disent, c'est OK, mon IP Final Fantasy, de toute façon, elle est morte. Donc, soit le 16 que le petit studio va faire cartonne. Dans ce cas-là, j'aurais envie de continuer avec eux parce qu'ils font du bon boulot. Soit ils cartonnent pas. Dans ce cas-là, de toute façon, mon IP, elle est morte, elle est morte. Donc, j'aurais plus envie de ressortir un jeu dessus. Donc, le droit de, je ne sais plus comment on peut traduire ça en français, mais le right of first refusal est vraiment important et vous stabilise aussi un peu, votre équipe. Vous pouvez leur dire, attendez, nous, on bosse pas que pour FF16, on bosse pour peut-être le 17, le 18 et après, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc. J'ai plus le nom en français parce que c'est la même chose dans l'édition pour les bouquins, mais oui, il y a des clauses Un comme ça droit où en gros, de refus, droit ouais, de premier refus, un truc comme ça, peut-être droit de premier refus. j'ai plus le nom exact, mais bon, je pense qu'on a compris l'idée, pas de souci. Voilà. Deuxième point aussi qui nous a changé la vie et que bizarrement, tous les mastodontes ont accepté, c'est l'acceptation automatique de Milestone. Il faut savoir que l'acceptation de Milestone est extrêmement compliquée, on y reviendra un peu après avec les grosses compagnies, pour de multiples raisons. Heu, donc nous, maintenant, on met un droit d'acceptation automatique. C'est-à-dire qu'en gros, si un mois, 15 jours, un mois après la soumission du Milestone, on n'a pas de réponse, il est considéré comme accepté. D'accord. Ça a 2 avantages évidemment qui vous semblent évidents, c'est que, un, vous savez que 2 semaines ou un mois après votre livraison, vous serez fixé, c'est quand même un luxe énorme, et deuxièmement, vous savez, que, enfin, si jamais le mastodonte accepte ça, c'est qu'ils sont dans une position où ils s'apprêtent à être réactifs. D'accord. Voilà. Et ils savent qu'ils n'ont pas le droit de pas être réactifs, en fait, tout simplement. Donc, ça, j'aurais vraiment, quand on a négocié ça pour la première fois avec un IP owner, vraiment, je pensais qu'ils accepteraient pas, puis en fait, c'est passé. Donc, c'est peut-être aussi passé parce que le précédent dev avait été très laborieux à ce niveau-là, et ils en étaient conscients. Parce qu'ils sont aussi conscients de leurs faiblesses, hein, Bah, ces en même temps, c'est entreprises-là, il y un a. peu un double engagement, c'est-à-dire que eux doivent être un petit peu réactifs, mais vous, du coup, vous devez également être livré en heure et en temps, quoi. Bien sûr, on va revenir juste après, mais c'est bien sûr, alors là, évidemment, livrer en temps et en heure ces milestones, c'est de toute façon, je pense on va y revenir juste après, mais Oui, la mais tu base vois, de la c'est relation peut-être une avec eux. espèce de preuve que vous allez, voilà, Ouais. peut-être mettre les bouchées doubles pour ce genre de choses. Oui, c'est sûr, parce que si vous livrez en retard, vous pouvez pas leur dire: «Ah bah non, mais ça fait 15 jours, c'est Bah bon, oui, c'est accepté», quoi. ok. Effectivement, donc c'est pour ça que ça a été accepté assez facilement et maintenant on le met tout le temps et ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Donc moi, je vous conseille vraiment d'ajouter ce type de clause. Ensuite, le contrat est signé, après, encore une fois, de nombreux mois, il va falloir commencer le développement. Hem Quand vous avez commencé le développement, 2 choses à pas oublier. La première, c'est garder le lien. Ça peut paraître idiot et ça dépend aussi du mastodonte en face, parce il y en a beaucoup qui quand même envoient leurs producteurs dans le studio, imposent des réunions régulières, et cetera. Mais il y en a beaucoup aussi, et j'en ai rencontré beaucoup, j'ai travaillé avec beaucoup qui, en fait, une fois que le contrat est signé en assez haut lieu, tu vois? Avec, du service juridique, le CEO qui s'intéresse au truc et tout, qui valide, et une fois que c'est signé, ça redescend, à des gens qui sont opérationnels, qui sont surchargés. On pas le temps, Heu, ouais. c'est c'est un projet parmi d'autres, et ils vont potentiellement moins, être, proactifs que ce que vous auriez imaginé. Donc, garder le lien, c'est hyper important. Nous, ce qu'on fait toujours, c'est une réunion mensuelle en début de dev, et puis à partir de 6 mois avant la sortie du jeu, avant la phase de QA, disons, avant vraiment la grosse phase de QA, on passe en hebdo.
Ouais. Voilà, comme ça, c'est bien. On va les visiter, minimum une fois par an, mais en réalité un peu plus, quoi. On va voir, nos partenaires au Japon 2, 3 fois par an, pareil en Angleterre, aux États-Unis. Sauf en ce moment, bien évidemment, et ça, c'est encore c'est aussi un autre problème. Donc ça, c'est voilà, continuer à les voir en physique, c'est important, quoi. Et puis vous préparez à accueillir vos équipes de producteurs dans vos locaux. Voilà, ça c'est bien, avec exception évidemment des studios télétravail, full remote, quoi, évidemment là, Mmh. il y aura pas ça, mais voilà, d'autant plus il faudra vraiment faire des réunions et cetera. Ce que je vous dis là, c'est un minimum, hein, réunion mensuelle, moi ça me choque pas du tout de commencer par des réunions hebdomadaires en début de dev, hein. Faut pas que ça ralentisse trop le dev, mais voilà, vraiment l'important, c'est de maintenir ce contact parce qu'il y a un risque qui s'étiole un petit peu dans les premiers mois de dev. Surtout que ça vous semble être loin à la fin du dev ou même la phase de QA, donc vous n'êtes pas forcément en demande de beaucoup d'enseignements de leur part, etc. Deuxièmement, je vous conseille fortement de préparer un plan de milestone officieux. Si vous n'avez pas réussi notamment à mettre la clause d'acceptation automatique dans le contrat. En gros, les décalages d'acceptation de milestone ne doivent pas impacter doivent impacter le moins possible votre développement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye quand on fait valider quelque chose, heu, on essaye par exemple, quand on fait valider un concept art de personnage, on essaye d'avoir un milestone avant de devoir envoyer son modèle en 3D. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. En gros, Ouais. milestone 1, il y a le caractère design. Milestone 2, il y a autre chose, technique, game design, document, ce que tu veux, du story, ce que tu veux. Et milestone 3, ça va être le modèle. De sorte à ce que si le milestone 1 a été long à être validé, le milestone 2 ne dépend pas du milestone 1, tu vois, et on peut Mmh. commencer le travail de prod Ouais, du en personnage. fait, tu anticipes l'inertie liée au fait de travailler avec un mastodonte. Exactement. Et en fait, il y a tellement de choses à faire dans un jeu vidéo qu'on a toujours moyen de ne pas enchaîner les validations. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est ça qui est important. Il faut vraiment, même si c'est rageant parce que tu te dis: «Ouais, mon personnage, je pourrais le faire Oui, tu pourrais faire l'animer, concept tu pourrais arter, le l'animer tout en un mois». Mais mmh. non, retiens-toi, il va falloir que tu le fasses en 2 mois parce il te faut la validation. Ou alors tu acceptes de refaire un truc que tu as déjà fait. C'est possible aussi. C'est une stratégie pour pas laisser les graphistes ne rien faire pendant quelque temps. Bah, tant pis, je prends le risque de faire mon modèle 3D, puis bah, s'il y a des retours sur le concept art, bah, on va modifier en conséquence aussi le modèle 3D. Voilà. Donc moi, ça me paraît hyper important de préparer ce plan de milestone officieux qui est interne à l'équipe, hein, qui reste dans l'équipe, qui est pas du tout communiqué, au publisher ou à l'IP owner, mais qui vous permet d'être quand même dans les clous et surtout d'être le plus près possible de votre date de fin de dev estimée avec le l'IP owner ou le publisher. OK. Hem, 3e point, on en parlait tout à l'heure, je redis, tenir les milestones. Ça, franchement, c'est la base de la relation. Il faut vraiment tenir ces milestones. C'est la marque en fait, je sais pas pourquoi, en fait, ça me paraît même un peu démesuré des fois à quel point les publishers veulent qu'on tienne les milestones parce que des fois, on peut avoir envie de les décaler pour le bien du projet, mais non, les milestones doivent être tenus ou si c'est vraiment pas possible de le tenir, heu, le plus tôt possible prévenir le publisher, l'IP owner et lui redonner un nouveau plan de milestone. Je pense que c'est bizarre, mais encore une fois, retour d'expérience et c'est comme ça, que fonctionnent toutes les sociétés avec lesquelles j'ai travaillé, que ce soit au Japon ou aux États-Unis. J'ai l'impression qu'elles estiment le respect que leur porte le studio à la tenue des milestones, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est important et en fait, notamment, je te dis quand tu redescends au niveau un peu plus producteur, opérationnel, donc moins les gens, très, très, qui dirigent, quoi, bah, eux, c'est vraiment leur point d'attention, c'est la tenue des milestones. Beh, peut-être Hem, aussi parce que dans ces boîtes-là, ils ont, tu vois, dès qu'ils font des comptes rendus, en gros, leur propre performance est un peu jugée là-dessus, quoi. Donc je pense que forcément, c'est ça, tu leur fais c'est ça. plaisir et ça permet de remonter le truc, tu vois? C'est exactement ça et moi je pense que, de ce que je ressens, une fois que le contrat est signé et jusqu'à la phase de QA, le producteur en interne est relativement libre en fait. On lui dit un peu: «Vas-y, gère ton truc comme tu veux, mais juste, on a une phase de QA qui est prévue, dans 18 mois, il faut que tu t'y tiennes». Alors après tout ça, enfin encore une fois, hein, je dis pas, c'est possible de décaler. Il faut juste prévenir parce qu'à mon avis, lui aussi, le producteur, il prévient en disant: «Attention, là, on a un petit peu de retard et tout ça» et du coup, c'est moins impactant en réunion quand il est avec les supérieurs et qu'il dit: «Oui, mais je vous avais prévenu il y a 6 mois que le studio avait prévenu le décalage» et cetera.
voilà, tenir un milestone, mine de rien, c'est extrêmement important et c'est encore aujourd'hui quelque chose, alors que quand même on a un peu plus fait nos preuves qu'il y a 18 mois ou 24 mois. C'est un truc qu'on continue à faire très, très scrupuleusement avec nos partenaires. Et, euh, et voilà, et quand on a un décalage, je répète, hein, on refait tout le plan de milestone en tenant compte de ce décalage pour vraiment informer le plus tôt possible le partenaire. Dernier point, faire attention à votre trésor en tant que studio indé, studio double A. C'est un peu en relation avec ce que je dis au-dessus, mais généralement, il y avait une conférence de Benoît Claire lors du Game Camp il y a 2 ans. Elle est en replay. Je vous conseille vraiment de la voir. Elle était hyper intéressante. Benoît Claire, donc le CEO de Big Ben, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, de Big Ben. Et c'était super intéressant. Et en fait, il disait bien ça. Il disait qu'en début de prod, souvent le studio est un peu Et la pardon. euh, ouais, bien sûr. Si tu l'as retrouvé, c'est parfait. En début de prod, le studio est un peu le maître du monde entre guillemets parce que il y a eu une avance de paiement généralement. Il y a le plan de milestone. Les premiers milestones sont faciles généralement à faire, du concept art, du machin, du truc, du document. C'est relativement facile à tenir. Et puis plus on avance dans le dev, plus c'est le partenaire qui est en position de force et moins le studio. Donc Oui. attention, attention, attention à votre trésorerie sur la fin de dev. C'est en lien avec tenir bien ses milestones. Et pourquoi je dis ça? Parce que de plus en plus, les éditeurs maintenant ne rallongent plus le budget. Ou vraiment, enfin, je n'ai jamais vécu de rallonge de budget d'éditeur, pour être tout à fait clair. On a prévu un budget au départ, on a beau être 24 mois après, 18 mois après, on a besoin de 3 mois de plus. Ok, vous avez vos 3 mois, mais par contre, vous n'avez pas 1 euro de plus. Donc, à vous de voir comment vous pouvez vous débrouiller. Donc, attention à la trésor, notamment en fin de prod, vraiment, c'est D'où vraiment l'intérêt important. dès le début du pitch de financer vraiment voilà, correctement Ouais, de le financer projet, et enfin évidemment de de prendre un petit budgétiser peu de proprement quoi, c'est ça, en prenant un petit peu de marge parce qu'on sait tous qu'il y aura un moment un petit peu de de et délai. c'est moi en tant que publisher qui dis ça, hein. Heu, ouais, il y a forcément un peu de décalage, un peu de machin et donc c'est moins choquant pour un publisher de voir que vous avez rajouté probablement un peu de mois qui sont pas trop dans le plan au tout début, plutôt que de venir 6 mois avant la fin du dev en disant: «Attendez, on est en train de mourir, il nous faut, tout de suite, je sais pas Oui, le combien de centaines milestone de milliers 3 ou d'euros». 4, ouais, d'accord. Ouais. Voilà pour le développement, un peu ce que je peux dire. Après, il y a la fin du dev. On est déjà à 45 minutes, il faut que j'accélère. Ouais, j'adore ce gif, je l'utilise tout le temps pour parler des fins de dev parce qu'on voit bien que la petite fille, elle est confiante, mais on ne sait pas trop vers quoi elle va quand même là. Donc, c'est un peu l'état d'esprit, je trouve. Donc, avant la release, première chose, pensez à prévoir une très longue phase de dev, de polishing en fait. Ça aussi, selon mon expérience, c'est 100% des cas. Heu, c'est quoi le proverbe? C'est 90% du projet, prend, 50% du temps et 10% de la fin de projet prend les 50% restants, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Il y a juste ton micro qui a baissé de volume d'un coup, je sais pas s'il a bougé ou quoi. Attends, je vais essayer de le remettre, mais j'ai touché à rien normalement. C'est bon là? Bon, ça va aller, c'est de mon côté. Tout va bien, vas-y. OK. Donc vraiment, ouais, la fin de dev, c'est toujours long. Après, c'est parfois un peu pénible, un peu fastidieux, et cetera, et cetera. Moi, je pense que, il y a 2 raisons à ça. La 1re, c'est que, plus tu avances dans le dev, plus le producteur en interne chez ton partenaire, est capable de faire des retours. C'est compliqué pour un producteur de faire des retours sur du concept, sur du document. En tout cas, c'est toujours plus compliqué que quand tu commences à avoir des protos qui s'assemblent et tout, un truc qui ressemble à un truc fini. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que, et ça aussi, c'est expérience, le jeu, en fait, commence à tourner assez tard dans le développement, en interne dans la société. Hmm. Donc tu vas avoir le copain du producteur qui va passer, qui va dire attends, bah, je joue un peu, puis il a deux, trois retours, et puis le producteur se dit ah bah oui, non, c'est pas bête, donc je le mets. Voilà, donc il y a une vague de feedback qui arrive en fin de dev, Ouais, qui va rallonger qui naturellement va le rallonger truc. énormément ce que tu avais estimé comme étant le dernier tiers ou le dernier quart de ton dev. Hmm. Par contre, si jamais tu arrives à gérer ça parce que tu l'as prévu, il y a moyen que ton jeu prenne énormément une qualité vraiment importante à ce moment-là du dev. Donc, le meilleur exemple, c'est Goetia, clairement. On avait développé quasiment tout le jeu sans avoir signé avec Square Enix. Donc, le jeu était ce qu'il était. Il était bien et tout, enfin beau, et pas de souci. Mais il y avait plein de trucs hyper laborieux. Et en fin de dev, puisqu'on a signé dans la foulée, on était près de la fin du dev, on a notre producteur à l'époque, Death, qui est un super producteur que je vous conseille sur Twitter. Son Twitter, c'est Kid Decimo. Et c'est un super producteur anglais. Et il nous a fait tout un tas de retours. Ça a allongé énormément la phase. Mais par contre, le jeu a pris une ampleur.
et surtout, il est devenu beaucoup plus agréable en termes d'UX, de feedback utilisateur, de tout plein de trucs, qui ont été hyper importants pour le jeu, quoi. D'accord. Vraiment, je sais que si on avait sorti le jeu sans son intervention, ça aurait été, probablement une catastrophe, au niveau critique, alors que là, le jeu a très bien marché au niveau critique. Donc voilà, cette phase, il faut la prévoir, il faut en être conscient, quoi. Deuxièmement, les phases de QA chez les mastodontes sont, extrêmement longues. Peut-être que des gens dans le chat ont des expériences similaires, mais moi je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire que, on est sur des phases de QA de plusieurs mois quand tu as un jeu, qui est déjà quand même proche d'être fini, qui a été testé en interne pas mal. La raison, c'est qu'en fait, dans les grosses sociétés, les QA, sont séparés en QA technique, QA gameplay, QA Oui. localisation. Et chaque équipe va à son rythme, en fait. Donc, si tu veux, si tu dis: «J'ai 3 mois de QA», chaque équipe va prendre 3 mois. Ce qui fait qu'au final, tu te reçois 9 mois de feedback, pas d'un coup, mais tu te reçois 9 mois de feedback à traiter, alors qu'en fait, tu avais budgété 3 mois. Donc ça, je sais pas comment faire pour éviter ça. Ça me paraît compliqué en réalité, c'est comme ça. Les QA sont très poussés chez les mastodontes. Ce Mais qui quand tu n'empêche fais pas ta que négociation de contrat, est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles ils sont assez transparents en te disant, nous, en général, si vous prévoyez tant, peut-être, nous, on a telle équipe, tel fonctionnement, tel machin? non, c'est une Pas du question tout. intéressante parce que pas du tout, parce que la vérité, c'est qu'ils connaissent encore assez mal comment fonctionnent les studios indés et on va en reparler un petit peu après, mais le souci que vous allez avoir, c'est que vous allez, l'état d'esprit chez tous ces gens, c'est l'état d'esprit du triple A, Hmm. qui est parfois pas très compatible avec l'état d'esprit indé, sur certains points, hein, donc ils ont leur méthodologie, ils vont pas enfin, je veux dire même Square Enix qui a créé un label indé chez Square Enix, ils ont pas des méthodos, indés, hein. Hmm. C'est du c'est des process triple A, mais appliqués à des jeux indés, donc notamment en termes de QA, notamment en termes de juridique et tout ça, donc ça peut être un peu déroutant et il faut juste le prévoir, D'accord. mais ça peut être déroutant et par contre, là encore, c'est censé améliorer ton jeu. Ça n'empêche pas, par exemple, que quand on a sorti, Fear of Extended, ça a été, une cata, hein, niveau bug, mais parce que là, je pense qu'il y en avait tellement de bases que que voilà, ça a été comme ça que ça a été géré, mais voilà, ça aide quand même à sortir un produit qui est un peu mieux conçu, quoi. Ok. Hem Le troisième point, c'est important aussi, c'est il faut que vous assumiez le marketing de votre, partenaire. Pourquoi je dis ça? Parce que encore une fois, c'est ce que je te disais à l'instant, leur méthode, leur, concept, même, leur manière de fonctionner quasiment intellectuellement, même si je ne parle pas d'une personne en particulier, je parle de l'ensemble de la compagnie, c'est des méthodes triple A. Donc, souvent, c'est encore un point de friction qu'il y a et qui je trouve aujourd'hui n'est pas réglé. Il y a une espèce de dissonance entre le marketing que peut faire un mastodonte, quoi, et ton jeu, quoi, qui est un jeu indé ou double A. Et du coup, tu vois, les journalistes notamment, ils reçoivent un jeu qui est brandé ou qui est marketé comme un jeu triple A. Ils arrivent avec un jeu indé. Et donc souvent, ce que je trouve, c'est qu'on voit on voit que les médias estiment qu'il y a un manque d'ambition dans le jeu. Mais la réalité, c'est pas forcément qu'il y a un manque d'ambition, c'est plutôt Oui, que c'est le qu'il y a eu jeu un a été décalage dans la marketé. com, en fait. Et c'est exactement ça. Ouais. Marketé comme un triple A, Alors et que c'est c'était pas un un triple double A. A ou un jeu indé et que. Ou un jeu indé, Ouais. exactement. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça nous est encore arrivé sur Panzer Dragoon. Donc ça fait 4 ans maintenant que je release des jeux avec des gros publishers comme ça. Ça a toujours été le cas sur tous les jeux qu'on a sortis. Je pense qu'il y a des fois où c'était justifié, il y a des fois où ça l'était moins. Mais le marketing a fait que c'est toujours le feedback qu'il y a de la part des médias. Donc je pense que ce sera réglé au bout d'un moment, mais pour l'instant, c'est encore compliqué. Notamment, tu vois, je pense à un truc bête, mais l'envoi à la presse avec embargo, tu vois, l'envoi 2 semaines avant avec embargo, je pense que c'est un truc qui est bien, mais pour des gros titres, pas pour du jeu indé, quoi. Si tu fais ça, si le partenaire fait ça, c'est déjà qu'il attend du journaliste qui traite ton jeu comme une de ses grosses sorties. Mhm. C'est bien, mais attention, ça peut être déceptif par rapport au budget, au contenu, et cetera, et cetera. L'autre problème que je vois, c'est que les pierres sont généralement faites sur les mêmes listes, que ce soit le triple A, le gros triple A, le Just Cause, tu vois, le Tomb Ouais, Raider, ouais, le remake FF7 ou quoi. c'est ça, que ton jeu. Et donc là, c'est pareil, ce sont les mêmes interlocuteurs qui reçoivent. Donc, moi, je comprends aussi qu'un journaliste qui reçoit 3 communiqués de presse FF7, Tomb Raider et Goetia, il trouve qu'il y a un truc bizarre, qu'il y a un des 3 titres qui ne va pas dans la liste, quoi. Mhm. Donc voilà.
Ça fait partie, à mon avis, des choses qui interpellent un peu. Et puis, l'autre chose aussi qu'il faut assumer, c'est, notamment l'anecdote que j'ai, c'est quand on s'occupait de Goetia, on a eu un fort support de Square Enix sur leurs, réseaux sociaux. C'était en plein dans la période où FF15, était, tu sais, dans une zone un peu grise où, il y avait plus trop d'annonces. On On a savait appelé que ça sa FF13, production. ouais, c'est ça, c'était compliqué. Le FF13, je sais plus quel nom avait été annulé, c'était devenu FF15, mais on n'avait pas de news, Ouais, ouais. c'était compliqué. Donc il y avait des posts sur Goetia, on était super contents de voir les posts Goetia, voilà, au milieu des posts, FF14 et tout ça. Sauf que la totalité des feedbacks en dessous, c'était: «C'est quand la sortie d'FF15?» Oui, bah là, après, ça, vous y pouvez rien, quoi. Tu peux rien, mais c'est vrai que tu te dis, tu es derrière ton bureau, tu te dis: «Bon super, en fait on a réussi à à signer avec ces gens-là et on a ça comme feedback». Bon, il faut l'assumer, enfin ça fait partie du truc. Après, on a quand même une visibilité et on a fait des ventes qu'on n'aurait jamais pu atteindre, bien entendu, seul sur ce jeu, donc il y a Mmh pas de mh. regret quoi, mais il faut en être conscient. OK. Donc voilà, c'est un petit peu les exemples et puis le dernier point, vers la fin du dev, pensez à préparer la suite tout simplement. Si vous travaillez sur une IP, je pense que c'est extrêmement important de savoir si ça vous intéresse toujours de bosser sur cette IP. Est-ce que vous voulez créer vos propres IP ou est-ce que c'est OK de bosser sur des IP existantes, de bosser sur une IP sur laquelle vous venez de passer 2 ans ou parfois un peu plus? Demandez-vous-le pour vous en tant que gérant de studio, mais aussi à vos équipes. C'est hyper important que tout le monde soit à l'aise avec ça parce que, ça se ressent. Enfin, on est dans une industrie où ce genre de truc se ressent si l'équipe est pas à fond derrière Oui. le concept et le jeu et tout ça, quoi. OK. Hem et puis voilà, et puis un autre risque aussi pour la suite, c'est, est-ce que vous avez envie de prendre le risque, entre guillemets, d'être catalogué studio à IP et ou studio de tel éditeur? C'est, ça, enfin, clairement là-dessus, il y a pas de mystère, c'est un truc qu'on a vécu, époque Sushi. On avait peur à un moment donné de devenir le studio de Fear Effect, qui ne fait plus que du Fear Effect et qui ne sait plus que faire ça, ou le studio de Square Enix, le studio indé de Square Enix qui ne fait que du Square Enix. Et ça a pu des fois, ne pas faciliter mes discussions avec d'autres éditeurs et cetera et cetera. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour en ce qui concerne la fin Je te du dev. invite juste qu'il est 17h30, on va prendre peut-être encore une petite Ouais. quinzaine de minutes. Tu penses que c'est jouable avant de prendre des questions? Ouais, c'est quoi? Je vais aller vite là. C'était très vite fait. Je voulais faire une petite démonstration, mais je vais pas Pas de la souci. faire. Juste voilà, c'est ce que je vous disais. L'espace-temps n'est pas le même pour les studios indés que pour les mastodontes. Donc faites gaffe parce que à un moment donné, on parle en mois éditeurs, c'est-à-dire que 2 mois éditeurs, c'est quelque chose entre 6 et 9 mois. Donc il faut juste être conscient de ça quand on termine son dev au niveau de son budget, etc. OK. Les Une autre difficulté que vous allez rencontrer clairement, c'est les différences de priorité entre vous. Donc le studio, généralement, il va être intéressé par le métacritique. L'IP Owner va aussi être intéressé par le métacritique, ça va être important pour les deux. Le studio, le budget va être très important pour lui, tandis que l'IP Owner, ça va plutôt être le métacritique qui va être important pour lui. Et enfin, le planning est important pour le studio et le IP Owner, c'est métacritique. Là Ah, I aussi, see c'est what quelque you chose did there. Mmh. c'est quelque chose que je pensais pas rencontrer, tu vois, quand j'ai commencé à bosser pour des gens comme ça, Ouais. mais c'est absolument 100%, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Angleterre. Je veux dire, le jeu peut faire un gros fail commercial, il faut du métacritique, absolument. Donc, autant dire qu'avec, Fear Effect, ils ont été servis, chez Square Enix. D'accord. Mais voilà, donc c'est hyper important et à ne pas sous-estimer. Et une seule bonne raison pour finir, c'est ça la conclusion de ma petite conférence, et une Ah bah seule là, bonne t'es raison allé de ultra bosser. vite d'un coup là, c'est Bah oui, incroyable. non mais j'étais moins, de toute façon voilà, Ah, de toute les façon, on a trucs quelques importants, questions, c'était pas de souci. au-dessus, voilà. Oui, j'aurais bien que s'il y a des questions, pouvoir y répondre. Mais voilà, la seule bonne raison de travailler pour ces gens, c'est les opportunités. Parce que les opportunités que vous rencontrez quand vous travaillez avec des gens comme ça, c'est des opportunités qui sont vraiment incroyables, de bosser sur des jeux que vous aimiez quand vous étiez jeune ou alors, qui ont déjà des bases fans existantes qui vous permettent d'accélérer énormément le développement de votre studio, et ça, c'est quand même super cool. L'autre point, c'est que c'est la meilleure période, vraiment, c'est la meilleure période pour faire ça, c'est-à-dire pour aller démarcher des mastodontes, donc des gros publishers ou des IP owners. Premièrement, parce que le travail de défricheur a déjà été fait par des équipes, comme on parlait tout à l'heure, par Ed Cannon qui a fait Sonic Mania, par Bluepoint qui a fait Shadow of the Colossus, par exemple, aussi, qui a beaucoup fait tiquer les IP owners, et même par Tarsier Studio, qui a fait Little Nightmares, qui a été un jeu vraiment quasiment un jeu individuel qui a été publié par vraiment Par un Bandai. gros publisher, par Bandai.
Donc c'est vraiment le travail de défrichage a été fait, peut-être dans une moindre mesure, on l'a un peu fait aussi avec Panzer Dragoon et cetera et avec House of the Dead, on verra mais et puis évidemment je pense à Dotemu et à Lizard Cube sur Dragon's Trap. Enfin voilà, il y en a plein, c'est Bah acquis là, ils ça sont sur aujourd'hui. Street of Rage, tu Ils vois. sont Enfin, sur c'est Street vrai qu'il y of a toute Rage. cette période en ce moment. J'allais te poser la question, c'est moi qui ai le micro. Est-ce que Ouais. tu as vu une différence chez Nintendo le jour où ils ont fait Sonic et Mario? Tu sais, pas Sonic et Mario, le Mario et les lapins crétins. C'était la première fois qu'un Mario était développé par Ubi, ou en tout cas par Alors quelqu'un d'autre. Est-ce que ouais. toi, tu as eu le sentiment que ça avait changé quelque chose dans leur relation? Moi, ce que je crois, vraiment, j'espère que personne de chez Nintendo m'écoute parce qu'en plus j'adore Nintendo, je les adore en tant que marque et je les adore en tant que personne. On a des super relations avec eux, on bosse super bien avec eux. Ils sont un poil en retard vis-à-vis des de cette problématique-là par rapport, D'autres? aux autres. D'accord. Ils savent qu'ils ont besoin des studios indés, qu'il y a des trucs à faire. Ils ont un tout petit peu de mal à lâcher, leurs IP et tout, mais en même temps, c'est parce qu'ils veulent maintenir une qualité qui est vraiment très, très élevée. Donc ils l'ont fait aussi pour, je sais pas, tu sais, pour, Necrodancer là, Quest of the Ah oui, Necrodancer. Cadence of Hyrule. Voilà, exactement. Je sais plus si c'est sorti en même temps, après, avant, par Non, ça a rapport été fait à après, hein. Ouais. mais par contre, je pense que les devs étaient, simultanés. Donc je pense qu'une première décision comme ça, une première petite ouverture des vannes a été faite à ce moment-là. Ok. Heu et puis, mais enfin, c'est compliqué Nintendo, ça reste très compliqué parce que aussi les IP sont incroyables. Enfin, c'est des IP, tu vois, je veux dire, enfin, Oui, Mario, oui, c'est oui, non, mais énorme, quoi, voilà. c'est le Zelda, c'est Panthéon, quoi, énorme. hein, C'est ça. Donc ils le feront de toute façon pas avec n'importe qui, mais clairement, ils ont la réflexion. Ok. Ils sont en train de se dire, voilà, et je pense que, tu vois, si franchement, si quelqu'un a, un jeu indé qui a cartonné, il faut que ça ait marché, quoi, et qui a envie de faire une version, Mario de son jeu indé ou d'intégrer Mario d'une manière ou d'une autre, c'est très possible aujourd'hui de pitcher Nintendo là-dessus. D'accord. Alors que c'était impossible il y a 5 ans, tu vois? Ou 10 ouais, 5 ans. Quelqu'un veut Donc faire un Docteur Mario, faut y aller, quoi. ouais, franchement, je pense que, après, ça veut pas dire que vous l'aurez, c'est que c'est compliqué, ça reste compliqué, hein, c'est très compliqué, mais je pense que c'est beaucoup plus possible qu'il y a 5 ans, quoi. Et c'était mon dernier point exactement, ça fait la transition, c'est que je pense que voilà, vraiment ces entreprises sont plus conscientes aujourd'hui plus que jamais qu'elles ont besoin de l'apport créatif des petits studios, hem et qu'elles peuvent, voilà, faire revivre des IP, elles peuvent, apporter quelque chose de nouveau à leurs IP qui sont parfois un peu vieillissantes et cetera, et ça, c'est important. Je pense que franchement, je pense que les gens avec qui on a travaillé étaient intéressés, on nous ont signé pour un truc, c'est qu'ils étaient intéressés par notre vision de l'IP, qu'ils avaient du mal à maintenir en interne, en fait, parce que, ça, je sais pas, on dit la tête dans le guidon, quoi, Mhm. voilà, ils arrivaient plus à se dire, bah, à quoi ça peut correspondre aujourd'hui. Puis tu as des mecs, comme nous qui ont pas fait grand chose avant, qui arrivent et qui disent: «Bah, voilà, nous, on adore, Fear Effect, on adore Panzer Dragoon et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez?» Parfois ça a pas marché, puis parfois ça a marché. Mhm. Voilà, en gros, un petit peu ce que j'avais à dire, sur cette problématique, dans laquelle je baigne, hein, Pas mal depuis d'années. 5-6 ans, ouais, pas mal d'années, et voilà, le message, c'est le moment, allez-y, quoi. Si vous avez envie, allez-y vraiment maintenant, et c'est vraiment le moment de tenter, voilà. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. J'ai vu pas mal de questions popper. On va peut-être simplement, bah, justement, en prendre quelques-unes, fichiers que les modos m'ont fait remonter. Je vais les prendre dans l'ordre, hein. Ça arrive. Ouais. Donc, il y avait une question de Pierrick qui demandait quel niveau d'avancement dans le dev tu conseilles avant d'approcher un mastodonte. Est-ce qu'il faut avoir une démo ou simplement une vidéo? Hem, Écoute, je vais essayer de répondre rapidement pour qu'on puisse en traiter pas mal. Moi, tout ce qu'on a signé, pour être tout à fait honnête, tout ce qu'on a signé, c'était sans l'un ni l'autre. D'accord. C'était avec un pitch deck, en fait. Ok. Concept art, pitch deck, idée de revive du truc. Après, c'est sur des IP, c'est plus sur du remake, je dirais, tu vois, sur une idée innovante. C'est-à-dire que tu veux prendre une IP, tu veux en faire un truc qui change. Hmm. Là, peut-être qu'il te faudra un petit proto, Peut-être mais pour il n'y a pas besoin que ce illustrer, soit. ouais. Ouais, mais il y a pas besoin que ce soit très évolué. Les mecs sont quand même capables de se projeter assez facilement. Le pitch doit être vraiment bien, bien, bien chiadé. Le proto peut être un petit peu, ils sont capables de se projeter, et d'ailleurs, il m'avait semblé voir une interview du, project director de Mario et les Lapins Crétins, qui disait qu'ils avaient convaincu avec vraiment un proto ultra basique, graphiquement. Par contre, ils avaient refait les modèles, de Mario des Lapins Crétins, tu vois? Artistiquement, ils avaient bien shadé le truc, à Ouais. côté. D'accord. Alors, il y a une deuxième question qui va un peu dans la même direction.
Et penses-tu que produire à nos frais une vertical slice soit une finalité ou pouvons-nous convaincre et signer une ébauche plus dans nos moyens? Avec une ébauche plus dans nos moyens. En gros, est-ce qu'il faudrait Euh, faire financer, j'imagine, une vertical slice peut-être dès le contrat ou quelque chose comme ça? euh, les deux approches sont possibles, mais vous pouvez pas arriver avec rien, il faut que vous arriviez avec quelque chose. Mais les deux approches sont possibles. Vous pouvez, bah, pour moi, l'idéal, à mon avis, ce serait de trouver un investisseur qui est capable de financer la vertical slice. Dans ce cas, si vraiment vous voulez faire une vertical slice, encore une fois, je pense que vous pouvez convaincre sans vertical slice avec un pitch bien fait. Ouais. Mais si vraiment vous voulez, parce que le truc est innovant, parce que voilà, peut-être trouver un financeur externe qui finance une vertical slice, parce que en fait, en gros, soit l'IP owner, il dira OK sur votre pitch et vous n'avez pas besoin de vertical slice, soit il vous dira moi j'ai besoin de voir quelque chose, mais il ne le financera pas. D'accord. Donc il faut que vous trouviez un intermédiaire. Et c'est pas compliqué de rentrer une troisième personne dans la team, hein. Enfin, je veux dire, nous, sur certains jeux, on est 3-4 parties, hein, donc il y a pas de problème à avoir un investisseur. L'IP owner, il comprend très bien et il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ça ralentira pas le contrat. Alors, parce qu'on me disait, tiens, je pourrais mettre ma caméra, mais je sais pas comment on le fait, mais je pense que tant que tu partages l'écran, mais c'est bien, laisse ton nom, pas de souci. On va continuer avec les questions concernant donc les clauses et les négociations. Lorsque vous signez le contrat entre un publisher ou un studio, est-ce que vous négociez le prix du jeu à la sortie, donc à la release, ainsi que la répartition, qui va toucher combien, etc. La répartition, bien sûr, ça fait partie mais c'est finalement les choses les plus simples à négocier parce qu'en gros, si la répartition convient pas à l'une ou l'autre des parties, ça clôt la discussion très rapidement. Ouais, Donc c'est pas un point sur lequel on hésite longtemps. Franchement, ça va vite ça. Par contre, le prix du jeu, non. Et pareil, je pense que vous devriez laisser les mains libres au publisher là-dessus. Alors, encore une fois, ça va certainement faire hurler certains studios et j'ai pas de souci là-dessus, qui aiment pas trop les soldes, qui aiment pas trop ça. Pas de souci. Ça peut être une vision. La vision du publisher, c'est de dire le jeu en cours de dev, il, il peut, on peut se rendre compte qu'il est trop bien, qu'il faut qu'il ait 10 euros de plus, ou on peut réinvestir 50% de budget pour augmenter le contenu et augmenter le prix. mm, Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est sur un jeu sur lequel j'ai bossé. On avait fait un jeu, ça c'est une anecdote, je pense qui est bien parlante. On avait fait un pricing du jeu, tu vois. Notre jeu, c'était un jeu double A, c'était pas un gros jeu, donc on voulait un pricing petit, tu vois, autour des 10-15 euros max en prix de lancement, prix ferme, le prix le plus élevé, quoi, sans solde ni rien. La communauté, après avoir appris l'existence du jeu, nous a dit non, non, mais nous, on veut un jeu boîte absolument. Alors on a fait bon, bah ok, on n'avait pas prévu de faire un jeu boîte, mais allons-y, on a démarché des publishers physiques et les publishers physiques nous ont dit ok, nous on est partant, sauf que 15 euros, c'est pas possible parce qu'à 15 euros, nous on n'est pas rentable, on ne peut pas vendre un jeu à 15 euros. mm. Et si vous le vendez à 15 et nous à 25, qui est notre prix plancher, eh ben, personne ne va nous l'acheter, donc ça ne nous intéresse pas. On a dit, OK, comme toute notre communauté veut le jeu physique, eh ben, on passe à 25 euros, notre jeu y compris digital, Ouais. et on peut faire la sortie boîte. Et sauf que ce jeu en question, une des critiques qui est revenue très souvent, c'est qu'il est trop cher par rapport au contenu. Ah oui. Donc tu vois, c'est tout le temps comme ça et le prix, franchement, il se détermine tard. Donc tu peux pas l'avoir dans le contrat à mon avis. Ok. Alors attends, parce que j'ai un message en même temps. On va continuer sur les clauses liées à la négo, parce que c'est un truc qui revient justement sur le métacritique. Est-ce qu'il y a des clauses dans les contrats qui concernent la rémunération, le revenu sharing et la qualité du jeu? Par exemple, justement, le métacritique, où tu disais qu'apparemment c'était un peu important, de ce que Ouais. j'en ai compris. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu important pour pour les éditeurs. Non, c'est absolument primordial. Effectivement, c'est quelque chose. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ce type de clause. Peut-être que ça aurait été mieux parfois, mais c'est on le voit très souvent. Des éditeurs qui mettent euh, un peu plus de royauté si tu dépasses 70, 75, 80, je sais pas, hein, ou moi je l'ai jamais vécu, mais je l'ai entendu très souvent par des copains avec qui je discutais et tout qui travaillent avec des gros publishers. Ah voilà, ça y est. Je trouvais juste comment on faisait pour remettre la caméra comme ça. Voilà. Partie question, on est bon. Vas-y, je te laisse continuer. Alors voilà, donc ça répond. Oui, Ok. oui, ça se voit très souvent et peut-être que ça peut. Et d'ailleurs, en fait, à mon avis, si vous avez ça dans votre contrat, faites pareil sur vos équipes, essayez de faire une petite indexation du salaire ou des primes en fonction du métacritique parce qu'il faut que tout le monde aille dans le même sens. Il ne faut pas que vous soyez seul à porter euh, le, ce poids-là, parce que c'est quand même un poids, c'est flippant. Enfin, le métacritique, ça, tu le maîtrises pas. C'est vraiment le truc du jeu que tu maîtrises pas, quoi. Ouais. Ok, alors ensuite, les niveaux des questions, excuse-moi. On va reprendre le petit document. Au niveau de la prod, si le développement prend du retard parce que les milestones ne passent pas avec les mastodontes, est-ce qu'il y a une autre solution que le crunch?
Ça rejoint un peu ce que tu disais peut-être sur l'histoire des milestones officieuses. Ouais, bah déjà, effectivement. Alors déjà, ce qui est important de dire, c'est que moi, en fait, c'est un truc qui a été super important pour moi quand j'étais CEO de studio et qu'il l'est encore aujourd'hui pour nous dans le groupe Forever, c'est que on essaie de pas en faire, de pas en faire. Enfin, on y arrive en fait à pas en faire. Euh, ça, il faut tout faire pour éviter. Donc, le plan officieux, c'est une solution. Et l'autre solution après, c'est au bout d'un moment de dire à votre partenaire, mais attendez les gars, c'est pas possible quoi. C'est pas possible là. Ça fait 3 mois de retard sur ce milestone, nous on doit continuer à avancer. C'est pas toujours simple et souvent, ça pour le coup, c'est aussi de l'expérience. Le premier dev est laborieux à ce niveau-là, mais ça met les bases sur le suivant. C'est-à-dire que ça nous est arrivé d'avoir un premier dev laborieux et de dire là maintenant, nous on peut plus, ça peut plus se repasser comme ça. Ouais. Donc Ou peut-être ton acceptation conseil sur la automatique. clause voilà, des milestones Bah, automatiques parce que c'est ça te permet de c'est faciliter la vie, après quoi. une situation comme ça qu'on a décidé de switcher à ça, quoi. Mm, mm. Ok. Et c'est d'autant plus facile de négocier cette clause si jamais le dev a été laborieux clairement de leur côté, en fait. Ce qui risque d'arriver, hein, ce qui arrive souvent, quoi. Toujours sur les histoires de clauses, est-ce qu'il serait pertinent d'imaginer une clause permettant de négocier un budget supplémentaire sur accord des deux parties? Bon, ça, c'est de base, hein. Enfin, de toute façon, si tout le monde est d'accord, en fait, il y a même pas besoin de clause. Enfin, il y a un amendement au contrat, puis c'est fini, hein. D'accord. Ça peut être dans le contrat de base, mais je ne vois même pas l'utilité, quoi. Mais sachez que tous ceux avec qui j'ai bossé, c'est non, quoi. Ce genre de truc, c'est non. Ouais. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré de situation où l'éditeur a été OK pour ajouter au pot. Donc, faut bien s'y prendre. C'est important et souvent, c'est OK de rajouter du temps, mais c'est pas OK de rajouter du budget. Donc en fait, ça revient enfin, pour vous en tant que studio et en tant que dirigeant de studio, c'est compliqué. Enfin, sauf si vous avez pris un peu de marge, au départ. Et les éditeurs préféreront toujours que vous ayez pris de la marge et en être conscient, pas de souci, Ouais. plutôt que de redemander 6 mois avant la fin du dev, 50 de budget ou 30 de budget. C'est quelque chose que tu vas peut-être annoncer, non? Ce qu'on appelle le contingency, c'est quelque chose sur lequel tu vas communiquer ou pas, toi? Toi, tu Tu dis, veux bah, dire, je prévois 20% de alors non, contingency. alors ça c'est important aussi. Alors ça c'est très personnel. Je ne sais pas ce qu'il en est sur les autres, mais moi, quand un studio me démarche avec un pitch, je n'aime pas du tout recevoir leur découpage financier. Je me fous de savoir combien gagne le directeur artistique ou le développeur, ça me regarde pas. Ce que je veux savoir, c'est combien le jeu va me coûter, combien je vais investir, et après s'il y a du potentiel. Mais après, s'ils veulent, si jamais ils payent tout le monde au SMIC et qu'ils veulent se prendre tout en prime à la fin de l'année parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ok, mais allez-y, Ça les quoi. regarde. Ouais, d'accord. Ça les regarde. Moi, ça me regarde pas. Moi, vraiment, moi, je déconseille, mais encore, peut-être que des éditeurs veulent voir, mais moi, je déconseille d'envoyer votre découpage financier de votre projet. Envoyez la partie que vous avez déjà investie, sans le détailler, la partie qui reste à investir et la partie que vous demandez à votre éditeur, qui déduira que le reste, ça vient, je sais pas, du CNC et d'autres trucs, quoi. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus de détails. L'éditeur, il est capable. Et surtout aussi, puisqu'on est dans ces parties financières, nous, en tant qu'éditeur, on ne négocie jamais le MG, donc la partie qu'on finance d'un studio. Soit le studio arrive avec une proposition qui nous paraît cohérente et on pense qu'on va être rentable dessus, on y va. Soit ça ne nous paraît pas cohérent ou on ne pense pas être rentable, on n'y va pas. Mais on ne va jamais dire à un studio, nous, on te signe ton jeu, mais pour 100 000 au lieu de 200. Non. Parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire que le studio va cutter du contenu, va cutter sa vision et ça nous semble pas du tout pertinent. On va venir sur un truc un peu plus précis porté prod. Est-ce que faire des milestones indépendantes ne complique pas le processus itératif? Car attendre la validation du milestone, ça casse le flow. Et est-ce que c'est peut-être incompatible, pardon, avec des processus du style Scrum? Alors, c'est tout à fait vrai. Le seul problème, c'est que tu as pas le choix. Parce que je vois pas comment tu peux faire des milestones qui ne dépendent pas les uns des autres. Ouais. Donc, tu pas le choix là tu peux pas faire des milestones full indépendants. C'est-à-dire, tu peux pas dire j'envoie dans la foulée concept art, modèle 3D, animation du personnage, parce que juste si jamais c'est le concept art qui est pas validé, voilà. Donc, si, ça pose évidemment problème. Et quand je dis faites votre propre plan de milestone, c'est en tenant compte de l'agilité, de l'itération, quoi. Donc, c'est compliqué, hein. Nous, on avait, tu vois, à Sushi, on était 15. On avait en gros moi qui était un peu administratif, ça, et deux équipes, une équipe artistique, une équipe dev. Et chaque équipe avait son leader et on faisait des réunions à trois en permanence pour réadapter le plan de milestone, la façon dont on gérait les trucs et tout. Ça, c'était à Sushi, on faisait un développement très linéaire. On partait du début du jeu, on allait vers la fin du jeu. Chez Forever et chez Megapixel, on est beaucoup plus, on envoie tout en même temps en fait. On a plus d'équipes
qui sont chacun sur un niveau du truc et qui envoient tout Mm. en même temps. Et à la fin du dev, on se prend du temps pour tout rassembler, rééquilibrer, réagencer, etc. Deux manières de développer complètement différentes. Les deux sont compatibles, à mon avis, avec un plan de milestone officieux. Tu réadaptes un peu tes trucs. Alors, des petites questions. On va rester sur une dernière sur les clauses. Après, il y a des questions sur la marketing et la com. Quel niveau de financement ou de moyens mis à disposition peut être espéré de la part de ces gros éditeurs? Une personne seule peut-elle espérer une aide suffisante pour avoir une équipe entière mise à disposition? Si par exemple tu arrives avec un pitch incroyable de Final Ouais. Fantasy XVII, mais que tu es tout seul, est-ce que tu peux demander à avoir de quoi monter ton studio derrière? Je pense que c'était ça Ouais, la d'ailleurs, question. on parle de Final Fantasy XVII et tentez pas Final Fantasy Non, XVII. non. Je pense que Ouais. c'est pas un bon conseil, ça. Alors, moi, ça me paraît compliqué parce que l'éditeur, il va juger l'équipe. Il va pas juger un gars tout seul, quoi. Ouais. Ça peut être le plus grand génie du monde. Il faut vous constituer votre équipe avant d'aller les voir, quoi. Il faut que votre équipe ait des track records. Ça me paraît. Enfin, après, encore une fois, il peut y avoir des contre-exemples. Peut-être qu'il y en a, mais ça me paraît compliqué, quoi. Ouais. Non, il faut qu'il y ait une équipe, hein. Même moi, en tant que publisher, tu vois, je confierais pas de l'argent à un gars qui est génial, mais qui a pas d'équipe. On sait pas s'il manage bien, si ça va match entre eux. Non. Ok. Donc, après, si jamais c'est ça le projet, c'est plutôt, à mon avis, de les démarcher pour être embauché, quoi. Mais il va falloir commencer en bas de l'échelle et puis monter Hmm. les échelons, quoi, hein. Voilà. Alors, on a un petit volet marketing communication. Il nous reste une dizaine de minutes, ça devrait à peu près le faire. Tu parlais des Nintendo Direct. Est-ce que c'est un truc que tu arrives à négocier? J'imagine que l'impact est mesurable. Alors, c'est des trucs qu'on arrive à négocier parce qu'on a été dedans dans le dernier, donc au bout d'un moment, on a dû on a dû le négocier nécessairement. Enfin, on dit négocier, en réalité, c'est pas négocier, hein. C'est ce que je vous ai dit depuis le début, c'est avoir un bon contact, un gars avec qui on s'entend bien chez Nintendo, qui aime bien ce qu'on fait depuis déjà quelques temps et qui a vu nos jeux et qui a tilté un peu sur Panzer Dragoon, qui a dit que ça matchait à un moment donné avec la cible que Nintendo cherche à viser en ce moment. Et donc, voilà, c'est comme ça que le truc se fait. C'est pas de la négo, genre, on leur a rien donné, hein, à Nintendo, hein, pour eux. Mhm. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Est-ce que ça, enfin, comment tu peux, Ah oui, est-ce que est-ce ça a que un impact? l'impact est mesurable? Mais j'imagine, Alors, eh ben, en fait, non, enfin, c'est difficile. ouais. Le jeu a été un très gros succès. Je pense que c'est pas un mystère, d'autant plus que Forever est coté en bourse, donc il publie ses résultats et a publié ses résultats ce matin. Ça a été un très gros succès. Mais est-ce que ça aurait été un aussi gros succès sans Nintendo Direct? Probablement non. Soyons clairs. Mais à quel point, je ne sais pas. Ouais. C'est difficile. Ça a été un très, très gros succès. Le jour de la sortie, ça a été énormément de téléchargements, c'est clair. Mais encore une fois, je ne sais pas si ça aurait été le cas sans Nintendo Direct. Alors une question un peu pro type. Les salons pro, ça coûte un bras à chaque fois, les tickets, les transports, l'hébergement, etc. Benjamin, si tu dois en citer trois à viser en priorité, lesquels tu conseillerais? Alors, je conseillerais, ouais, le 3, bah, c'est simple, moi, je ferais Cologne, malheureusement, parce que j'aime pas trop ce salon, mais bon, voilà, faut y aller. Paris, parce que mine de rien, il y a du monde qui y est, et que mine de rien, les discussions qui ont commencé à C'est Cologne peuvent être finalisées à Paris. Gamescom, Paris Games Week Ouais. Et entre deux, t'insères Tokyo Game Show. et Tokyo Parce Game que, Show. je vous donne et là, c'est heureusement qu'on est que tous les deux à parler, parce que je voudrais pas que ça soit diffusé par tout ce que Non, je non, vais il n'y a dire là. personne, il n'y a personne. Mais franchement, c'est du côté des Japonais qu'il y a le plus de choses et de projets cool à faire en IP, en licensing d'IP et en publishing et tout. Voilà, il y a un vrai mouvement des entreprises japonaises qui s'ouvrent vers les créateurs occidentaux et notamment européens. Bon, ça peut-être Donc il y voir a plein de juste trucs à avec faire. l'histoire. Je veux dire, les années 80-90 ont été dominés par l'élan donné par Nintendo et les devs Jap par-dessus. Donc forcément, c'est eux qui ont un vivier, tu vois, j'imagine, d'IP. Je pense C'est qu'on ça. peut trouver une raison assez logique à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis non, mais en plus, il y a de nouveau, ce qui est de nouveau, c'est qu'ils s'ouvrent beaucoup plus qu'avant et qu'ils sont plus dans une position où ils sont les rois du monde. Ils savent aujourd'hui que bah, c'est un peu contesté leur position, quoi. Il y a des bonnes prods qui sortent d'Europe, des États-Unis. Ils dominent plus autant que dans les années 90. Donc, ils ont besoin de se renouveler et voilà, ils en sont conscients. Donc, il y a vraiment des trucs sympas à faire au Japon. Donc, Tokyo Game Show, c'est bien. C'est D'accord. bien. En plus, c'est pas énorme. Tu vois bien plein de monde. C'est bien. Donc Gamescom, Paris Games Week et Tokyo Game Show. Si tu veux faire dans Essentiel. l'ordre, c'est Gamescom, Tokyo Game Show, Paris Games Week. Ok. Toujours Après, sur le. attention, Pardon. en remplaçant, tu vois, ou en subsidiaire, GDC, évidemment, et Ouais. E3, quoi. Ouais. Voilà. Quoi? E3, Ah oui, E-Cube, oui, non, mais c'est fini tout E3. ça. C'est terminé. Ça n'existe plus. On Euh, sait pas ce que ça va donner.
Alors la question, quelqu'un qui a rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure, comment tu fais pour ne pas être catalogué justement en fonction de tes précédentes productions? Pour reprendre ton exemple, tu parlais de Studio Square Enix. Bah, du temps de sushi, donc maintenant la question se pose plus avec sushi évidemment, mais temps de sushi, c'était une vraie grosse question et je peux vous dire qu'on avait des super projets avec sushi, mais vraiment des trucs, auxquels je croyais énormément et qui ne se sont pas faits parce que notamment, je pense qu'il y avait cette étiquette-là. D'accord, carrément, Qui était au début, on l'a vu comme un peu comme un asset, ce qu'on dit, comme un point fort, quoi. un Tu vois? avantage, Ou, ouais. un avantage, ouais. En disant voilà, les gros éditeurs vont voir qu'on est capable de bosser avec des gens comme ça, de respecter nos milestones. En plus, on a des super relations avec l'équipe de Square Enix, donc ils auraient pu, même aller leur poser la question, il y avait pas de souci. Et en fait, non, c'était, bah, non, je pense que ça a freiné, voire, ouais, ça a pas aidé, quoi. Ça a pas aidé. Donc effectivement, ça a été une grosse question. Tant et si bien qu'à la fin de Sushi, on en était à pitcher Square Enix sur d'autres d'autres IP Square Enix que Fear Effect. Donc voilà. Et donc là, je pense par contre avec dans le groupe Forever, on est un peu mieux parti d'abord parce que Panzer Dragoon, c'est pas notre première IP. On a bossé pour Taito, on a fait With Rogue par exemple déjà, qui est moins connu que Panzer Dragoon, mais qui est quand même un jeu qui a bien marché et qui est très, très, très connu au Japon. On a déjà annoncé 2 jeux de Sega, et puis, on travaille avec d'autres gens, donc on annoncera potentiellement bientôt d'autres trucs. Donc en fait, en multipliant, tu vas pas être Ouais. catalogué. Mais c'est Mais pas facile ça pour un studio. oui, parce que tu peux le faire parce que ben, c'est quand même un plus C'est gros ça, groupe, quoi. C'était pas juste c'est ça. Sushi tout seul qui aurait pu se permettre ça. Pour un studio, je pense que si vraiment c'est votre peur, très vite, après avoir signé, avoir commencé le dev, bosser sur autre chose, soit une IP originale, soit une IP d'un autre publisher, pour très vite commencer les discussions avant que vraiment la com ait pris, la Hmm. mayonnaise de la com ait pris et que vous soyez de plus en plus catalogué. Ouais, pour Donc, avant même que l'image arrive, la casser, ouais, tu vois, et l'empêcher de ouais. s'installer. Et je parle pas au niveau du grand public, hein, je parle au niveau des autres partenaires Oui, oui, oui. voilà, qui sachent que vous êtes prêts à bosser pour d'autres gens, quoi. Tac. Ah, tu vois, à la fin, nous, chez Sushi, on allait même voir les éditeurs en disant un de nos objectifs, c'est de bosser pour quelqu'un d'autre que Square Enix. Oui. Parce que c'était vrai, quoi. Et pour essayer de les rassurer, de leur dire voilà, quoi. Mais voilà, ça s'est jamais concrétisé. Tac. Alors, une autre question toujours marquette. Est-ce que pour un jeu ou studio, communiquer par Twitch ou par vidéo YouTube, c'est pertinent aujourd'hui? Comment ça s'articule avec les mastodontes? Je pense que ce qu'il doit vouloir sous-entendre, cette question, c'est peut-être d'avoir une com peut-être un peu plus directe en tant que Mm. studio, faire des petits lives, des petits devlogs, de ce genre de choses, je sais Ouais. pas. Alors là, c'est intéressant parce que bon, d'abord, au niveau com, je suis pas le mieux placé, je suis pas un grand spécialiste de la com et je pense que même dans le chat, il y a des gens mieux placés pour répondre sur les questions com précises. Mais sur cette question-là, l'IP owner, notamment l'IP owner, mais c'est un truc que j'ai oublié de dire. Quand vous signez, je dis n'importe quoi, vous signez avec Square Enix un projet original. 90% de chances que Square Enix prenne l'IP en même temps que le projet, d'accord? Ouais. Donc Square Enix, même si c'est vous qui l'avez créé, donc Square Enix deviendra IP owner de votre projet. Donc d'accord. Donc à partir de ce moment-là, ils vont vouloir maîtriser. Quand c'est leur IP, ils veulent maîtriser énormément la communication. C'est normal, c'est leur richesse, Mm. leurs IP à ces gens-là. Donc la com, quand elle vient de vous, est compliquée sur des IP qui vous appartiennent pas. Ça, c'est clair et net. Tout doit être validé plusieurs fois. Et même, je peux vous garantir que même des mois, des années après être dans ce milieu-là, je continue à faire des erreurs, à dire des trucs en avance, alors que j'aurais pas dû, etc. Même si ça me paraît des fois pas très important, mais au final, ça l'est. Donc, vous pouvez pas dire grand-chose sans l'aval de publisher. Ça me paraît pas très compatible avec une communication Twitch ou YouTube. Par contre, ça peut être défini dès le début de votre collaboration avec le publisher ou avec l'IP owner, qu'il met en avant le fait que vous êtes un studio indé, proche de votre public, etc. Et ça peut, et dans ce cas-là, oui. Et par exemple, c'était le cas pour nous avec Fear Effect. Square Enix nous avait dit voilà, maintenant Fear Effect passe, c'était une licence AAA, mais ça devient une licence indé, et vous êtes maître du truc, et vous n'avez pas besoin de tout valider avec nous. Mm. Et on avait fait des QA, C'était enfin le Square des. Enix Collective, on est d'accord. Fear Effect, c'était Square Enix Publishing. normal, mais bon, c'était encore managé par Collective, mais Ah oui, c'était le d'accord. Square Enix. Non, parce que du coup, ils avaient déjà, tu vois, cette espèce de label où eux-mêmes avaient détaché ça Ouais. du tronc Après, commun. enfin, ils l'ont détaché en termes de com, mais pas trop en termes de. En interne, c'est peu détaché. Enfin, c'est une Ouais. équipe un peu à part, mais ça reste quand même très, très, très Square Enix, hein. Mais donc, on avait fait des questions de QA là sur Reddit, je sais plus comment ça s'appelle là, Ask Me Anything là, les Les AMA là. AMA, ouais. Donc, on avait fait ça. Enfin, tu vois, donc ils nous laissaient la parole énormément, mais ça faisait partie du deal dès le départ. Ils disaient, il faut qu'on tourne cette IP. Et d'ailleurs, c'est le truc qui, je pense, a pas été très bien réussi. Il fallait que cette IP devienne une IP plus indé et moins triple A. Mm. Donc, donner plus la parole aux développeurs. C'est pas toujours le cas. C'est un truc à déterminer avec votre partenaire quand vous commencez le boulot.
là, c'est moi qui pose la question. Est-ce que ça serait pas justement un moyen de pallier le problème dont tu parlais plus tôt sur le fait d'assumer la com? Parce que si tu détermines, tu vois, dès le pitch en disant il faut qu'on insiste sur le fait que certes c'est un projet un peu de fan, et du coup ça sous-entend qu'on n'est pas non plus un gros studio. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je Ça vois peut très peut-être bien, être, mais ça peut être un truc à faire peut-être dès le début. ouais, je pense que c'est nécessaire et clairement, il faudra faire ce que tu dis, mais c'est pas suffisant parce que sur Fear Effect, c'est ce qui avait été fait et le feedback, on avait eu des tonnes de feedback presse comme joueurs de: «Ah, Square Enix, ils font un jeu comme ça alors qu'ils ont des millions à investir et tout ça». Non, mais Oui. Square Enix, ils ont pas investi des millions sur Fear Effect, pas du tout. Mm, mm. Donc voilà, mais oui, ce sera nécessaire de faire ce que tu dis, mais c'est pas suffisant, je pense. Dac. Alors, il y a une autre question. Est-ce que tu as déjà vécu une situation où tu proposes un projet à un éditeur, il le refuse et 1 ou 2 ans après, tu constates qu'ils ont pris ton idée et l'ont fait faire, mais par quelqu'un d'autre? Non, jamais, mais ça me parle. Ah, Je crois qu'il y a eu un exemple, mais non et non. De toute façon, quand vous faites votre pitch, vous êtes obligé de toute façon, pitcher, c'est forcément révéler ses idées. Donc de toute façon, ça, on peut rien y faire. Hem, Vous pouvez rien y faire. Maintenant, je pense quand même que la vision, dans un projet créatif comme un jeu vidéo, elle est, détenu par l'équipe et je vois pas, sauf vraiment si c'est un concept très fort, tu vois? Et ce serait voler le concept. Mais voler une vision créative, ça me paraît juste impossible, surtout sur un pitch et quelques réunions. hmm. C'est le premier point. Deuxième point, comme je l'ai dit, je pense vraiment que ces gens-là sont aujourd'hui convaincus de la fraîcheur des idées, de la créativité des studios indés et qui ne peuvent pas le faire en interne. Et en fait, ils nous confient des trucs à faire qu'ils ne peuvent plus faire en interne. Pour plein de raisons, hein, mais ils savent au moment enfin, si ces gens-là vous confient une IP, c'est parce qu'ils savent qu'en interne, ils n'y arriveront pas à faire quelque chose de mieux. Sinon, ils le feraient en interne, enfin, je veux dire, c'est juste simple, quoi. Donc faut pas avoir peur là-dessus, faut pas avoir peur, vraiment. Bah écoute, c'est très bien, ça me fait d'excellents mots de conclusion, parce qu'il va être 18 h, on va laisser la place donc à une autre conférence. Bah, merci beaucoup Benjamin. Je pense que sur le chat vous pouvez faire du bruit hein, chez vous, voilà. Il est pas 20 h, mais vous pouvez applaudir, il n'y a aucun problème. Merci pour tous ces éléments et ces retours d'expérience. Je pense que c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, le conseil que tu donnes, c'est de se lancer. Donc ça, je pense que c'est un bon message à envoyer. Je vais remettre. Non, c'était @ensaume, hein, ton Twitter. Ouais, Parce que je l'ai plus là, exactement. mais bon, c'est pas très très Oui, grave. il est affiché non, si, il est plus affiché, mais c'est pas grave, mais voilà, oui, en somme. Et bah Voilà. très bien, je te remercie. Moi, je vais Je te couper remercie. d'ici quelques instants, et puis je vais laisser la place donc, pour une autre conférence. À très bientôt. Moi, je serai là demain en début d'après-midi.